Vous êtes ici sur un espace du département de Meurthe-et-Moselle. Certains d'entre vous le connaissent. On est sur un établissement de culture scientifique qui parle du paysage et qui prend le paysage comme fil conducteur en fait de tout notre propos, ce qui nous amène à parler de biodiversité, du paysage, de transition écologique et de tous les sujets qui sont liés. On développe une programmation ici à l'année qui nous amène à proposer notamment des conférences en partenariat dans la géométrie variable suivant les actions qu'on mène, en lien avec Flore 54, on l'avait fait dernièrement avec Hélène là ce soir. Et on a le plaisir d'accueillir cette conférence là, ce soir que tu introduiras. Vous dire juste que sur la thématique des forêts, qui est un sujet qui est traité par le conseil départemental à divers égards, et ici à la Cité des Paysages, au travers de divers événements qui vont jalonner la saison 2024, que vous retrouverez dans ce petit programme-là. Donc là, ce soir, on se retrouve autour de cette conférence. On a une journée thématique sur la forêt, alors avec une autre approche qui se déroulera du côté d'Amance et des Champenoux, dans le cadre des Nuits des forêts, qui est un événementiel national qui vise à permettre au public d'appréhender la question des forêts au travers d'un événement qui est au carrefour, on va dire, du culturel et du scientifique. Et donc en lien avec l'INRAE, là pour le coup, on aura diverses actions avec le CPIE de Champenoux aussi, qui seront proposées le 15 juin prochain, donc en périurbain de Nancy, et qu'une journée thématique qui s'appelle S'enraciner dans les paysages sera organisée le dimanche 7 juillet avec Francis Martin qui intervient, et j'imagine que vous connaissez, sur cette thématique des forêts aussi, avec une autre approche. Et pour conclure sur ce sujet-là, dire qu'on a une exposition qui est visible juste à l'étage de la Cité des Paysages sur les créneaux d'ouverture de la Cité, qui a été coproduite, enfin qui a été écrite à plusieurs mains, notamment avec Erwin Dreyer qui bosse à INRAE aussi, et qui permet d'appréhender les enjeux de la gestion des forêts au travers de différents enjeux, des évolutions climatiques notamment qui s'imposent à nous toutes et tous. Voilà, donc ce sujet des forêts est évidemment un élément central du propos de la Cité des Paysages. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, vous dire que vous retrouvez juste toutes ces informations sur le programme, sur le site internet, et qu'on demande aux gens juste de réserver leur place, ça nous permet juste d'estimer les jauges, mais que tous les événements sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Et puis je te laisse la parole pour introduire plus précisément. Alors, merci Maxime. Donc, je vais commencer par remercier nos co-organisateurs. Donc, moi je suis Thibaut, je viens de Lorraine Nature Environnement, qui est une fédération qui regroupe des associations de protection de la nature et de l'environnement sur le territoire de l'ex-région Lorraine. Et donc on organise cette conférence, on la co-organise donc avec Flore 54, donc, dont le président Reynald est présent, avec du coup le département 54 à travers la Cité des Paysages qui nous prête gentiment cette très belle salle. Également d'autres partenaires donc, qui n'ont pas pu être présents ce soir, Vosges Nature Environnement et Torcol, voilà, qui ont co-organisé cette conférence qui a eu lieu déjà une première fois dans la Mousse. Voilà, donc là c'est la répétition et aujourd'hui vous êtes le grand show. Et donc effectivement avec Agroparité qui nous a envoyé son plus brillant pré-retraité, Monsieur Max Broussiamaki, pour traiter d'un sujet voilà, qui nous tient à cœur au niveau des associations, qui est l'artificialisation des forêts et comment la main humaine modifie, altère en partie l'écosystème forestier, et ce déjà depuis de nombreux millénaires. Donc voilà, ça regroupe beaucoup d'enjeux, notamment des enjeux de gestion, mais pas que. Donc Max va vous faire un exposé un peu plus longué là-dessus, donc je vais lui laisser la parole. Juste une très bonne conférence, et il y aura un petit pot de bonne fin de présentation juste après, pour éventuellement continuer les échanges de façon un peu plus informelle. Bon, bonsoir à toutes et à tous. J'ai fait la même présentation il y a 2 jours à Saint-Miel, je me répète, mais je remercie France Nature Environnement de m'avoir invité. C'est toujours très riche d'échanger. Donc évidemment, j'ai préparé une présentation, mais elle est plus dans une optique de vous donner des éléments et peut-être susciter des réactions pour animer la discussion après. Donc dans cette première diapositive, j'ai mis 4 photos de peuplement, avec à gauche les peuplements que l'on peut considérer comme étant plus artificiels, et à droite des forêts qui peuvent avoir une allure plus satisfaisante,
même si ce sont des forêts gérées. Et comme toutes les forêts gérées, inévitablement, on n'est pas dans l'optimum de la naturalité, puisque l'être humain utilise les forêts pour ses propres besoins. Donc quand on parle d'artificialisation, il faut peut-être commencer par essayer de définir ce terme. Parce que vous avez vu, il y a des forêts qui sont plus artificielles, d'autres moins artificielles. C'est pas binaire, hein, c'est pas oui/non. Et donc pour définir l'artificialité, un critère qui est un critère fort, c'est la quantité de bois mort, que ce soit du bois mort au sol ou que ce soit du bois mort aérien. Il faudrait aussi rajouter le bois mort qui est stocké, toute la matière organique qui est stockée dans les sols, qui représente une part importante de cette matière organique. Donc le bois mort est un super indicateur parce que c'est un habitat d'un très très grand nombre d'espèces. Quand on veut juger la qualité d'un peuplement, on peut faire des inventaires d'espèces présentes, mais ça, il faut trouver déjà des spécialistes. Il n'y a pas des spécialistes dans tous les taxons, et puis ça prend du temps, etc. Et une autre façon d'attaquer le problème, c'est de dire, je vais, sur cet habitat particulier qui contient des centaines de milliers d'espèces, cet habitat, il est beaucoup plus facile à mesurer. Et les forêts gérées, on peut les suivre, on peut faire une espèce de monitoring en estimant la quantité de bois mort. Première information, c'est surtout le bois mort aérien qui est déficitaire dans les forêts gérées. Et surtout le bois mort aérien au-delà de 30 cm de diamètre. Alors, toujours pareil, si on essaye de définir l'artificialité, on peut se raccrocher à trois concepts. Le concept de biodiversité, l'intérêt c'est qu'il est médiatique. Maintenant, tout le monde a déjà entendu parler de ce terme de biodiversité. Il y a plein de diversité en espèces, en habitat, génétique, etc. Mais est-ce que l'objectif c'est de maximiser la biodiversité? Supposons que vous arriviez dans un arboretum. Vous savez tout ce que c'est une surface où on met plein d'espèces d'arbres différents. En termes de richesse, en termes de nombre d'arbres, d'espèces d'arbres, vous êtes au maximum. Mais est-ce que les forêts doivent être des arboretums? Je pense que la réponse est non. Autre cas de figure, par exemple, on sait que si jamais on fait des milieux ouverts, on a des espèces de milieux ouverts qui apparaissent. Donc on augmente la biodiversité. Mais déjà, première chose, les forêts, il faut gérer les écotones, c'est-à-dire les périmètres, les surfaces qui sont en contact, par exemple, avec l'agriculture. Mais doit-on créer des milieux ouverts à l'intérieur des forêts? Je pense que la réponse doit être non, parce que le rôle du forestier, c'est quand même de s'intéresser aux espèces qui sont proprement liées au stade avancé de maturité forestière. Hein. Donc, vous voyez, la notion de biodiversité, elle pose problème, même si elle a un intérêt médiatique incontestable. Moi, je préfère la notion de naturalité. La notion de naturalité, c'est on évalue un écosystème forestier par rapport à cet écosystème que l'on laisse évoluer librement, sans intervention humaine. Donc, si on est dans le cadre de la naturalité, c'est pareil, il faut faire ça sur un plan à deux dimensions. Il y a la naturalité biologique, que je vous ai mis en ordonnée, et la naturalité anthropique. La naturalité anthropique, c'est quoi? C'est un peu embêtant ce terme, parce que une forêt est d'autant plus naturelle anthropiquement que l'homme n'intervient pas. Vous voyez, c'est un peu bizarre comme façon de nommer les choses. Mais par exemple, une friche industrielle que vous laissez faire, naturellement, elle va évoluer vers de la forêt. C'est d'ailleurs impressionnant la vitesse avec laquelle ça évolue. Si on n'était pas là, très vite, il y aurait de la forêt partout. Si je prends par exemple un taillis simple, vous savez tout ce que c'est, hein, vous coupez les arbres et puis ça rejette quand c'est des feuillus, c'est un système qui est là depuis des millénaires. C'est un système qui est complètement anthropique. C'est pas, naturellement, ça ne correspond pas à des faciès de forêt qui sont en libre évolution. Sauf que ces taillis simples, ils ont tout un cortège d'espèces associées et ils ne sont pas forcément inintéressants. Vous voyez ? Donc, toute cette difficulté d'avoir une référence et d'estimer les forêts gérées par rapport à quelle référence. Je vous donne donc il y a la biodiversité, il y a la naturalité, je vous donne un autre concept qui est le concept de plasticité ou de résilience. C'est-à-dire qu'on sait que de toute façon, la grande majorité des forêts rendent des services à l'être humain. Pour des tas du bois, des charpentes, vous voyez ici, du bois de chauffage, etc., etc. Donc l'être humain intervient et forcément dégrade. L'intéressant, c'est de savoir quel type de gestion ne dégrade pas trop. Et est-ce qu'on peut revenir à un certain niveau de naturalité facilement?
Par exemple, si vous êtes sur des limons, les limons c'est des types de composants du sol, vous savez, des particules assez fines. Si on est sur des limons acides et que les tracteurs qui sortent le bois tassent le sol, on considère que c'est foutu. Parce qu'il faut des siècles, plusieurs siècles pour remettre en état. Quand c'est des limons acides, il y a très peu d'activité biologique à l'intérieur, et donc si par exemple vous avez 10% de la surface qui a été compactée par des tracteurs, vous avez perdu 10% de la surface. Donc il faut évaluer les choses par rapport un peu à ces trois concepts, biodiversité, naturalité, plasticité, et je rappelle sur la diapo que le bois mort, c'est un habitat pour un grand nombre d'espèces, mais il faut aussi le voir comme un atout pour la sylviculture. C'est-à-dire que le bois mort, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vieillit, il devient gris, noir. Dans la journée, il stocke de la chaleur, il restitue cette chaleur la nuit. Alors en plein hiver, quand il fait moins 15, gagner 1 degré, ça ne va pas changer grand-chose. Mais vous savez, les fameuses les gelées de printemps là, qui ont tendance à disparaître à l'heure actuelle, là, les seins de glace, si vous gagnez 1 degré ou 1,5 degré, ça peut changer beaucoup de choses sur l'architecture des jeunes plants. Les pousses terminales ne grillent pas. Donc le bois mort stocke de la chaleur, il maintient de l'humidité, c'est une réserve de nutriments au cours du temps, c'est des pièges, ça évite que les chevreuils trop facilement viennent manger les jeunes plants, etc. Alors évidemment, il y a des photos, il n'y a pas d'ambiguïté pour savoir si c'est artificiel. Vous êtes d'accord avec moi, non? Vous avez donc des exemples, vous voyez bien, on appelle ça la liniculture, c'est la forêt vue un peu comme un champ d'arbres. C'est un système de gestion qui est majoritaire à l'échelle de la planète. Évidemment, on est très très éloigné de la naturalité et en même temps, les deux grosses tempêtes de 99 et 2009 dans les Landes ont montré que ce n'était pas forcément des systèmes très résilients, quoi. On a quand même eu à chaque fois à peu près 40 millions de mètres cubes de dégâts. Toujours dans cette idée de dire que c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir, je vous montre une carte de France qui a été construite en utilisant comme source d'information les données de l'Université du Maryland. L'Université du Maryland avait comme objectif de suivre un peu la déforestation à l'échelle de la planète. Et donc ils fournissent par pixel d'à peu près 25 mètres de côté, là, ils fournissent une information pour savoir s'il y a une perte de couvert. Et je trouve que cette notion elle est intéressante parce que souvent on parle des coupes rases, quel est l'impact des coupes rases sur le maintien des habitats, sur la gestion forestière, etc. Donc souvent c'est vu de manière péjorative et on va plutôt considérer que les systèmes de coupe progressive en futaies régulières, je ne sais pas si vous connaissez ces systèmes de futaies régulières, on appelle ça les coupes d'ensemencement, les coupes secondaires et puis la coupe définitive, mais en l'espace de 7, 10, 15 ans, hop, vous n'avez plus rien. Donc moi je range ça dans ma catégorie des coupes fortes. Alors dans la plupart des études, on met les coupes rases à part, et puis les coupes fortes c'est considéré, non mais c'est de la sylviculture ça, donc c'est pas de la perturbation du milieu. Non, les coupes fortes font partie des plus grosses perturbations du milieu, et d'autant plus qu'à l'heure actuelle on s'inquiète du changement climatique. Vous savez que la forêt stocke de l'humidité, donc si vous mettez les peuplements en plein découvert, ça va pas bien se passer. Donc l'Université de Maryland, l'intérêt c'est qu'elle ne s'occupe pas de savoir si c'est au niveau sylvicole acceptable, elle ne s'occupe pas du foncier, et elle vous dit sur des secteurs donnés quelles sont l'importance des zones qui ont été coupées. Et donc je vous ai mis une carte avec en bleu les surfaces où les pixels, quand on les met côte à côte, sont supérieurs à 10 hectares, en vert entre 4 et 10 hectares, et en rouge entre 1 et 4 hectares. J'ai pas mis les pixels de moins de 1 hectare, parce que de toute façon, sinon la carte aurait été complètement couverte. Donc, est-ce que ces coupes fortes ne concernent que certaines régions? Vous retrouvez les Landes, évidemment, vous retrouvez le Morvan, le plateau des Mille Vaches en Auvergne, etc. C'est des endroits un peu classiques, mais on peut quand même dire que ça concerne un peu tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, l'intérêt de cette information, elle est gratuite. Le coût, c'est quoi? C'est le coût d'un ordinateur, de récupérer des données, de les mettre en forme. Et je trouve que c'est intéressant pour un suivi à grande échelle, pour une région, un département, un massif. Vous allez pouvoir suivre année après année l'importance de cette perte de couvert.
Et à titre d'exemple, je vous ai mis à droite un massif qui se trouve à l'est, à 15 km à l'est de Metz, et on retrouve bien des zones. Alors la grosse tâche ici, je ne vais pas les citer, mais c'est la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui a fait une belle petite coupe, qui fait une quinzaine d'hectares. Donc vous voyez qu'on peut suivre ce qui se passe. C'est un peu de l'espionnage, je suis d'accord, hein, mais ça nous permet de sortir des statistiques sur l'impact des coupes fortes. Et je me répète, j'ai écrit en bleu, quand vous faites des fortes perturbations, vous perdez ce microclimat, les forestiers appellent ça l'ambiance forestière. Quand vous allez vous promener en forêt en été, vous ressentez ce phénomène, c'est-à-dire que il fait plus frais. Nous, on a des capteurs, on n'a pas besoin d'installer des capteurs. Notre corps est bardé de capteurs, et quand on rentre en forêt, on se rend compte que la forêt modifie le microclimat. Et quand on coupe un peuplement sous prétexte qu'il ne vaut rien, on perd ce microclimat, déjà. Donc moi, j'interdis à mes étudiants de parler de peuplement pauvre, ruiné, etc. Le terme n'a pas de sens, puisque d'emblée, tout peuplement a déjà une valeur microclimatique. Et les coupes fortes vous font perdre cette valeur. Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer à vous qui êtes là ce soir que la forêt, qu'elle soit publique, les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, c'est avant tout des écosystèmes qui possèdent un très très grand nombre d'espèces, et c'est surtout des fantastiques machines à produire, recycler, transformer. Ça transforme des cycles d'énergie, de l'eau, des éléments minéraux, etc. Et que les perturbations, il ne faut pas s'inquiéter des perturbations, parce que c'est à la base le moteur de la dynamique des forêts. Et le bois mort qui existe, parce qu'il y a des arbres qui vont mourir, c'est pas non plus hyper dramatique. Ça dépend évidemment du niveau de la mortalité. Mais il faut toujours avoir en tête ce truc-là, et il ne faut pas se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire arriver et dire voilà, moi ce que je veux, et je casse ce qui existe. Si je fais ça, il faut être conscient du fait qu'on est en train de générer un certain nombre de problèmes. L'artificialité, évidemment, on peut s'intéresser à la dimension écologique, mais on peut aussi s'intéresser à la dimension risque. Et honnêtement, les risques à l'heure actuelle, en matière d'évolution des forêts, si on parle de risque, c'est plus parce qu'on s'inquiète sur la dimension économique. La dimension écologique, il y aura un autre écosystème. Vous savez, l'écosystème forestier, il a géré plusieurs périodes de glaciation, il a évolué, etc. Il est soumis à des tas d'impacts. Un écosystème forestier, on le laisse évoluer, il va aller vers un nouvel équilibre. Donc, pourquoi le public ou les forestiers s'inquiètent ? C'est plutôt sur la dimension économique. On se dit, mince, la forêt, c'est pas que un écosystème, c'est aussi une dimension économique. Sur la fonction écologique, je vous rappelle des choses que vous savez, qui sont que sur 1 mètre carré de sol, vous avez des tas d'espèces qui sont à l'intérieur. 1 mètre carré, c'est pas grand-chose. Évidemment, on parle des vers de terre. Alors les ordres de grandeur, on a 100 vers de terre par mètre carré. Selon les études, il y en a moins ou plus, c'est pas grave, c'est juste de dire, regardez l'importance des choses. Il y a des catégories d'espèces, des nématodes, on considère que c'est à peu près 1 million de nématodes au mètre carré. Et les nématodes sont considérés comme étant des bons indicateurs de la qualité d'un sol. Donc je vous laisse regarder selon vos propres intérêts, mais vous voyez qu'il y a toute une série d'espèces qui sont à l'intérieur de ce mètre carré. Alors, c'était un peu un préambule. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres qui vont permettre peut-être de hiérarchiser les problèmes. Alors, sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution en millions d'hectares de la forêt métropolitaine depuis le début du 19e siècle jusqu'à peu près maintenant. Maintenant, on est environ à 17 millions d'hectares. Mais ce que l'on constate, c'est que ces 17 millions d'hectares, il y a eu à peu près 6 millions d'hectares, puisqu'il y a eu un accroissement de forêt de l'ordre de 63 000 hectares par an. Ça veut dire que sur un siècle, la forêt a augmenté de 6,3 millions d'hectares. Et c'est essentiellement après la Première Guerre mondiale.
Donc vous avez des peuplements qui sont entre 0 et 100 ans. On dit que des fois vous entendez que la forêt française est vieillissante, elle est vieille. Non, la forêt française elle est plutôt jeune. Donc on constate que la forêt a augmenté, elle continue à augmenter mais à un rythme plus lent à l'heure actuelle. Et sur le graphique de droite, vous avez la quantité de mètres cubes. On est de l'ordre de 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied. Donc la forêt française, elle augmente en surface, elle augmente en volume, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu une amélioration de la qualité écologique des forêts. Et est-ce que derrière, c'est plutôt, est-ce qu'on va vers une artificialisation des forêts? Alors vous savez, je vous ai mis un petit graphique, une sorte de camembert, là, où je vous ai mis la répartition des principales essences en France, en distinguant les feuillus et les résineux. On dit souvent que la forêt française, on l'appelle la forêt des chênes. La forêt française, c'est à base de chênes, donc vous retrouvez chênes pédonculés, chêne Cécile, là il y a écrit chêne rouvre, c'est la même chose. Chêne pubescent, chêne vert, etc. Le hêtre qui est super important ici en Lorraine. Et vous avez dans le petit tableau de droite la production biologique, ordre de grandeur 90 millions de mètres cubes. Mortalité 10 millions de mètres cubes, à l'heure actuelle elle est autour de 13. On verra après pourquoi, elle a un peu augmenté. On prélève à peu près 60% de la production. Donc on n'est pas en train de surexploiter. À tel point d'ailleurs que certains utilisent cet argument pour dire, vous voyez bien, on ne prélève pas l'accroissement, donc la forêt vieillit. Puisqu'on stocke, au bout d'un moment, à force de stocker, les forêts ne sont plus en état d'affronter les changements climatiques. Donc retenez un peu ces ordres de grandeur, on prélève à peu près 60% de l'accroissement et la mortalité, avant les phénomènes d'il y a 2-3 ans, là, elle était autour de 10, là maintenant on est plutôt à 13, 14. Pareil, dans la dimension économique, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que si on sort 1000 mètres cubes de bois d'œuvre, ça génère à peu près, selon les études, entre 19 à 22 équivalents temps plein. Donc 1000 mètres cubes en termes d'emploi, c'est, bon, allez, on va simplifier, 20 équivalents temps plein. Donc évidemment, derrière, il y a cette tentation qui est de dire, mais on a ici une ressource, on n'exploite que 60% de l'accroissement. Si on exploitait plus, on pourrait générer beaucoup plus d'emplois. Je vous ai mis à l'heure actuelle, l'emploi c'est à peu près 440 000 personnes. Et si on s'intéresse non pas à l'ensemble de la filière, mais à l'amont de la filière, c'est-à-dire ce qui se passe dans la forêt, bûcheronnage, débardage et puis gestion forestière, on est hors de grandeur à 2 emplois temps plein par 1000 m3 de bois d'œuvre. Puisqu'à la fin, on va discuter de comment faire peut-on pas changer, comment faire pour changer, si on a envie de mettre en place une politique, ça dépend de qui est propriétaire. Si vous voulez intervenir, il faut vous poser la question de savoir à qui ça appartient. Donc je vous ai mis les 3 grosses catégories, forêt domaniale, autres forêts publiques, c'est souvent les forêts communales, mais on peut y avoir des forêts d'établissements publics, d'hôpitaux, et la forêt privée. Vous savez que la forêt privée, c'est 75% de la forêt métropolitaine, mais sa répartition, elle n'est pas égale. Et si on regarde cette répartition par grand département, il y a une seule grande région où la forêt publique est majoritaire, c'est le Grand Est. Mais elle est majoritaire à un chouïa, c'est 53 pour la forêt publique et 47 pour la forêt privée. C'est pas non plus... Mais vous voyez que dans le Grand Est, c'est essentiellement en bleu clair les autres forêts, les forêts des collectivités qui sont majoritaires. Vous avez beaucoup de forêts domaniales du côté de l'Île-de-France. C'est les anciennes forêts royales, mais c'est des forêts en même temps qui ont des enjeux un peu particuliers, c'est d'accueillir le public. Donc la gestion n'est pas tout à fait la même. Et si vous retrouvez du bleu foncé dans les montagnes, c'est souvent ce qu'on appelle des forêts RTM, restauration des terrains en montagne. C'est des forêts qui ont été installées et gérées pour lutter contre des phénomènes de chute de pierre, avalanche, érosion, etc. Donc la structure foncière, elle est importante parce que si on veut faire quelque chose, il faut savoir à qui demander et quelles sont vos possibilités d'action par rapport aux propriétaires.
Si je zoome un peu sur les propriétaires privés, on va déjà commencer par la carte de gauche. C'est un massif qui fait 168 hectares, qui est situé sur la commune de Lagesse, qui est dans l'Aube, département de 10. Il contient 510 parcelles cadastrales pour environ 400 et quelques propriétaires. Vous voyez? Et quand on voit ce découpage du cadastre, ben, c'est des lanières. Pourquoi c'est des lanières? Ben, tout simplement parce que les parents possédaient une certaine surface, ils avaient 3 enfants, ben, ils ont découpé la parcelle dans ce sens-là, parce que ben, il faut à chaque fois qu'il y ait un accès à un chemin. On ne peut pas le couper dans l'autre sens, parce que celui du milieu, il serait lésé. Et donc, à force de travailler dans cette logique-là, on finit par avoir des parcelles dont la largeur est entre minimum, vraiment minimum, c'est 3 mètres, mais de 3 à 15 mètres. Vous avez quelques parcelles qui sont un peu plus grandes, qui commencent à approcher de l'hectare, mais vous voyez que la majorité de ces parcelles, c'est des petites languettes. Comment gérer une petite languette comme ça? En général, c'est oui-non. C'est-à-dire que quand les propriétaires décident de couper, ils coupent tout. C'est une coupe rase sur une bande qui fait 4 mètres. Mais est-ce qu'une coupe rase sur 4 mètres, c'est équivalent à une coupe rase habituelle? Ben non. Puisque vous allez sélectionner là, l'autre il est là-bas, etc. Vous n'allez pas modifier beaucoup l'écosystème, le couvert. Est-ce que sur une bande de 4 mètres, ça vaut le coup de planter? Ben non, parce que la lumière des plants, ou des semis, si vous voulez des semis, elle dépend de la gestion des voisins. Elle ne dépend pas de ce que vous avez fait sur votre bande. Vous voyez. Donc, ce système cet état de fait, ce morcellement, il est souvent vu comme étant c'est n'importe quoi, c'est compliqué à gérer, on ne peut rien faire, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. Pourquoi? Parce que supposons que ce soit harmonisé et géré, on aurait pu à la place avoir une plantation de Douglas. Ouais. Tandis que là, chaque propriétaire décide, j'ai besoin d'argent, je coupe, j'ai pas besoin d'argent, je coupe pas. Et finalement, ce massif, c'est pas si mal que ça, quoi. Parce qu'à une certaine époque, sous l'impulsion de l'ancien président Sarkozy, il y avait le discours d'Urmat. Je ne sais pas si vous en souvenez du discours d'Urmat en 2009. En gros, derrière, il y avait l'idée que, mais qu'est-ce que vous foutez les forestiers? La forêt, c'est une réserve d'emploi, la forêt, etc. On a besoin de bois d'œuvre, on a besoin de ci et de ça. Toutes les propriétés privées de moins de 9 hectares seraient gérées par l'ONF. Je ne sais pas si vous avez entendu ce projet. Il y a eu ce projet-là. Malheureusement, ça n'a pas marché, quoi. Bon, déjà pour l'ONF, parce qu'ils ont des grosses difficultés de trésorerie et ils auraient plus le bouillon. Franchement, il y avait un risque derrière, c'est qu'on essaye de dynamiser la gestion forestière. Et finalement, ces massifs hyper morcelés, ils sont intéressants. Ils sont intéressants pour le propriétaire parce qu'il a un petit bas de laine, il a un peu de trésorerie s'il veut couper, et sa gestion ne perturbe pas beaucoup l'écosystème. Donc ça, c'est l'éternel problème. La forêt privée est hyper morcelée. Donc je vous ai mis en haut un histogramme où vous avez à droite le nombre de propriétaires par taille de surface, et à gauche la surface correspondante. Donc si je regarde les propriétaires qui possèdent moins de 1 hectare, ça correspond quand même à 2,4 millions de propriétaires, pour une surface de 745 000 hectares. Bon, est-ce qu'il faut se polariser là-dessus? Parce qu'à une époque, c'est pareil, on disait oui, la forêt française est sous-exploitée, donc il faut aller chercher du bois. Les forêts domaniales, elles trinquent déjà pas mal. Les forêts des collectivités, ça peut être une source de ressources. La forêt privée, les plans simples de gestion sur les forêts de plus de 25 hectares sont déjà pas mal mises à contribution. Donc après, on essaie d'aller chercher des propriétés de plus en plus petites. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut animer cette petite propriété en imaginant des structures juridiques, associations syndicales de gestion forestière, GIEC, etc. Ou est-ce qu'il faut ne rien faire? Moi, je trouve que ne rien faire, parfois, c'est-à-dire laisser le foncier tel qu'il est, ne pas essayer de le regrouper, c'est peut-être pas si mal que ça. Alors, donc on a vu que l'artificialisation, c'est plutôt des gradients, c'est pas oui, non, c'est...
Là maintenant, on va se faire peur et on va regarder quels sont les risques, les conséquences de forêts trop artificielles. Et donc j'ai mis ça sous le chapeau perte de résistance. Et évidemment, vous avez tous entendu parler de la crise des scolites. Donc la crise des scolites, si je fais la somme de Bourgogne, Franche-Comté plus Grand Est, on est presque à 7 millions de mètres cubes. Évidemment, ça impacte les cours du bois, ça impacte la rentabilité économique des producteurs, ça impacte la filière, il n'y a pas, c'est sûr. Sauf qu'on peut se dire, mais pourquoi il y avait autant d'épicéas en plaine? Parce que l'épicéa, d'un point de vue étage de végétation, hein, vous commencez par le chêne, après vous avez le hêtre, après vous avez le sapin, après vous avez l'épicéa, après vous avez les sapins, épicéa, puis après vous allez tomber sur les mélèzes et puis les pins d'altitude. Donc il y a une logique. Les espèces, elles ne sont pas réparties n'importe comment. Vous prenez un épicéa qui, par exemple, dans les Alpes, vous allez le trouver à partir de 1300-1400 mètres. Vous le mettez en bas, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se met à pousser à toute vitesse. Pourquoi? Parce que avec l'altitude, la période ce qu'on appelle la période de végétation devient de plus en plus courte. Et donc ces espèces-là, elles ont été conçues, fabriquées au cours par l'évolution, elles ont la capacité de très vite fonctionner, fabriquer du sucre, fabriquer de la matière, parce qu'elles ont une durée très faible. Vous les mettez en bas, ben, elles se mettent à fonctionner tout le temps. En haut, toutes les espèces ont des parasites, qui eux-mêmes ont des parasites, etc. Mais ces parasites-là, tous les parasites, tous les insectes sont sensibles à la température. En altitude, la période de température est réduite. Donc vous avez peut-être une génération de scolites. Vous mettez les épicéas en bas, en 2018-2019, on a eu 3 à 4 générations de scolites. Donc évidemment, c'est une erreur des forestiers, mais il faut l'assumer en tant que forestier, il faut essayer de corriger le tir. C'est une erreur d'avoir mis cette espèce en bas. Pourquoi ça a été mis? Ben parce que le mirage de la production. Un épicéa en plaine, il peut faire du 30 mètres cubes hectare an. Donc vous aviez des épicéas qui faisaient 30 mètres cubes, vous avez des chênes qui faisaient 3 mètres cubes par hectare et par an. On disait, mais attendez, regardez, il n'y a pas photo, c'est 10 fois plus, quoi. Arrêtez de fabriquer du chêne, mettez de l'épicéa. Tout ce qui a été oublié, c'est tous les risques qui sont associés. Donc là, on vous dit la forêt française meurt plus qu'avant. Oui, la forêt, pour un certain nombre de cas de figure, essaye de corriger des erreurs, quoi. Et c'est clair que l'épicéa, on est dans ce cas de figure. On est un peu plus inquiet quand, en altitude, les scolites deviennent plus vigoureux. Mais là, j'ai demandé à des étudiants de regarder les scolites en Belledonne, donc sur le massif de Belledonne. À 1300 mètres d'altitude, les attaques, elles étaient là, mais elles étaient tout à fait supportables dans le cadre de la gestion forestière. C'est tous les épicéas de plaine qui ont beaucoup trinqué. Mais là, maintenant qu'il n'y en a plus, le problème a été corrigé. Autre cas de figure dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un champignon qui attaque le frêne. Ça s'appelle la calarose du frêne. C'est un champignon qui vient d'Asie, qui est arrivé par la mondialisation, par le biais des pays baltes et de la Pologne, et qui petit à petit est descendu. La première fois que c'est apparu, c'est autour de 2008 en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, évidemment, la Lorraine, vous avez dans la carte de droite les couleurs qui indiquent les années. On voit bien que c'est arrivé par le nord, et puis petit à petit, c'est descendu, et puis c'est va vers l'ouest. Et là, en 2020, ça a gagné les Pyrénées. Il y a quelques spots dans les Pyrénées. Donc, c'est un champignon qui nous a inquiétés beaucoup, mais dans les faits, c'est pas si grave que ça. On sait que si le frêne ne représente pas plus de 50% du stock, l'attaque n'est pas si considérable que ça. Pourquoi il y a eu des peuplements où il y avait plus de 100% du volume sur pied qui était avec du frêne? Ben c'est pareil, c'est parce qu'à une époque, au début des années 90, le frêne se vendait très très cher et on a fabriqué des peuplements trop purs de frêne. Ça aussi, c'est une erreur, il faut essayer de répartir les essences, ça se comporte toujours mieux. On diminue les risques. Le petit dessin du bas, là, c'est en vert des arbres qui ont moins de 5 cm de diamètre.
C'est surtout sur les jeunes que la mortalité est importante. Sur les gros, et les gros c'est tout relatif, hein, les points noirs c'est des arbres supérieurs à 25, donc c'est pas très très gros, 25 de diamètre. Hein. Et la mortalité, on voit que les points noirs sont nettement en dessous par rapport aux points verts. Donc il y a déjà un effet diamètre, il y a un effet aussi dans la notion de risque, il y a ce que l'on peut récupérer si on a un problème. On accepte d'avoir des problèmes et la question c'est qu'est-ce qu'on récupère. On appelle ça la valeur de sauvegarde. Les frênes cale arrosée se vendent très bien. Donc c'est pas non plus un hyper problème. Il faut pas trop, il faut le gérer, mais c'est pas si dramatique que ça. On continue la liste des horreurs en disant et le sapin. Alors le sapin, évidemment, lui aussi, il a des problèmes. Donc ça, avec des étudiants, on a bossé dans la vallée de Dolère, ça c'est au niveau de Münster. Et évidemment, les points rouges, c'est des attaques en 2018-2019, les points marron foncé, là, 2019. Quand on commence à cumuler tous les points, on s'aperçoit que le dépérissement est pas négligeable. Et évidemment, on essaye de trouver des corrélations avec la température moyenne annuelle et l'évolution de cette température. Et évidemment, si on se projette dans le futur en imaginant des scénarios du GIEC, on voit que ce problème risque d'augmenter. Mais c'est pareil, hein, c'est des altitudes qui ne sont pas très élevées. Donc c'est un truc à suivre. Autre perte de résistance, vous avez peut-être entendu parler de l'attaque des hannetons en Alsace. Le hanneton fait partie de l'écosystème, il est toujours là. Hein. Sauf que si le sol se réchauffe, pareil que le scolyte, il va faire plusieurs générations. Et les larves, ce qu'elles font, c'est qu'elles mangent les racines. Et donc vous êtes dans des peuplements et vous avez un jeune plant ou un jeune semis, hop, vous le tirez comme ça parce qu'il n'y a plus de racines. Et il attaque tellement qu'il peut même faire mourir des gros arbres. Donc qu'est-ce qui se passe? La gestion en futée régulière, ce fameux système qui fait que quand on veut renouveler la forêt, on éclaire, on fait ce qu'on appelle une coupe d'ensemencement qui enlève 40 à 50% du volume. Donc un fort prélèvement. Et puis après, on fait des coupes secondaires, mais tout ça, ça fait qu'il y a plus de lumière qui arrive en forêt. Plus de lumière qui vient réchauffer le sol. Plus de génération de hannetons. Donc on est encore là à se dire, mais l'idée, ce qu'on doit rechercher, c'est toujours cette notion de continuité du couvert. Dès que l'on perturbe trop l'écosystème, on va avoir des problèmes type celui du hanneton. Évidemment, c'est avec les grands feux de 2022 dans les Landes, le gouvernement a demandé à chaque préfet de bâtir un plan de défense des forêts contre l'incendie. Donc ça, c'est un autre risque qui, pour l'instant, heureusement, est marginal dans nos régions. Mais vous savez, quand il y a un phénomène, on réagit toujours, quand il y a une crise, on réagit toujours, peut-être un peu de manière trop violente. Et là, maintenant, c'est devenu une obligation de s'intéresser au risque feu dans tous les départements, même ceux pour lesquels, franchement, il n'y a pas non plus de gros risques. Puisqu'on continue la liste des problèmes, dépérissement du hêtre. On est dans une région où il y a beaucoup de hêtres. Certaines années, en particulier les années chaudes, 2018, 2019, etc., on arrivait en forêt au mois de fin juillet, début août, et les hêtres, ils avaient tous perdu, il y a beaucoup de hêtres qui avaient perdu leurs feuilles. Alors là, c'était ils vont tous mourir, une vraie catastrophe. En réalité, pas tant que ça, parce que le hêtre, il a cette capacité à perdre ses feuilles pour éviter de transpirer. Donc c'est pas parce qu'il a perdu ses feuilles qu'il va forcément mourir. Et donc là, il y a une étude suisse, je vous ai mis le petit dessin, là, qui a suivi des hêtres qui avaient perdu leurs feuilles très tôt et qui ont regardé les années d'après si ces hêtres-là étaient morts ou pas. Et le résultat de cette étude, c'est que parmi les hêtres qui avaient perdu leurs feuilles très tôt, et qui ont quand même subi les années d'après des années difficiles, 2019, 2020, il y avait 5 à 6% de mortalité. Donc c'est pas parce que les arbres perdent leurs feuilles, en tout cas certaines essences comme le hêtre, c'est pas non plus très grave. Je m'inquiète plus moi sur le charme. Alors le charme, tout le monde s'en fout, on considère que ça vaut rien, en réalité non, c'est pas vrai.
son bois est intéressant. Et le charme en particulier, c'est un super auxiliaire sylvicole. Ça nous permet de maîtriser plein de choses. Donc pour toutes ces raisons, je suis plus inquiet sur le futur du charme en Lorraine. Parce que la Lorraine, comme d'autres régions, se caractérise par une très très mauvaise gestion du charme. Il faudrait vraiment qu'on s'attelle à mieux gérer le charme. Je vous ai mis évidemment les dépérissements des chênes, mais les chênes, même s'ils dépérissent, économiquement, c'est pas hyper grave parce qu'on les vend quasiment au même prix que des chênes sains. Petite phrase extraite d'un bulletin de la Société botanique de France. La vulnérabilité des forêts françaises au changement climatique apparaît davantage comme un héritage des pratiques sylvicoles du passé, plutôt qu'une inadaptation des essences autochtones aux aléas climatiques. En gros, en disant il y a une part des problèmes qui sont liés à la gestion passée qui a été faite sur ces forêts. Donc comment essayer de sortir de l'artificialisation et qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre traitement sylvicole? Alors évidemment, quand on essaye de proposer autre chose, il faut regarder les sources d'inspiration, c'est les forêts qui sont laissées en libre évolution. Et là, il y a deux cas de figure, mais complètement à l'opposé. Il y a les forêts vierges, vous savez, la forêt idéale, ça fait plusieurs centaines d'années qu'elle n'a pas été perturbée par l'homme, il n'y en a pas tant que ça. Et de l'autre côté, les accrus, c'est-à-dire des zones qui étaient soit des friches industrielles, soit des zones qui étaient à vocation agricole et qui deviennent forêts. Donc c'est vraiment deux cas de figure complètement à l'opposé. Vous avez les forêts vierges, les accrus. Les forêts vierges, l'intérêt, c'est qu'on a cette impression de puissance, de stabilité au cours du temps. Mais les accrus, c'est génial. Les accrus, c'est la puissance de la dynamique d'aller vers la forêt. Par exemple, j'avais pris un stagiaire en 91 ou 92 et je lui ai demandé d'étudier les accrus en Lorraine. Et donc pour ça, on s'est servi d'une enquête qui est faite tous les ans. Il y a des agriculteurs qui sont payés et il y a 550 ou 600 000 points en France. Et donc les agriculteurs du coin acceptent d'aller sur le terrain et dire c'est du colza, c'est du blé, c'est de la prairie. Et puis des fois ils disent c'est une lande, une friche, une lande, une forêt. Donc on sait que par exemple en 1970 c'était une prairie. Et puis on peut comme ça suivre au cours du temps à quelle vitesse c'est devenu forêt. Et parfois on arrivait sur des points et il y avait des chênes qui faisaient 10-15 de diamètre. On dit non mais c'est pas possible, c'est que le gars il s'est gouré quoi. On remontait sur les photos des années 70 et on dit c'était vraiment une prairie. Et donc ça permet de relativiser les besoins que l'être humain a de planter. Les forêts, majoritairement, elles se renouvellent non pas par plantation, elles se renouvellent par dynamique naturelle. Je vous ai dit, un écosystème forestier, c'est une super machine. Et donc, ces accrus, moi je trouve que c'est assez intéressant. J'aime bien aussi aller me balader dans les anciens terrains militaires, il y en a beaucoup en Lorraine, et de regarder la dynamique qui se passe dans les anciens terrains militaires, dans les vergers de mirabelliers qui ne sont plus utilisés. Autour de Nancy, par exemple, il y a pas mal de vergers de mirabelle là, ce qu'on appelle des friches spéculatives, parce que les gens attendent pour savoir si ça sera constructible ou pas, donc c'est plus vraiment géré. Et vous baladez là-dedans, c'est hallucinant la vitesse avec laquelle ça se transforme, ça évolue. Donc deux sources d'inspiration, les forêts vierges et les accrus. Et la sylviculture doit d'abord commencer par regarder le moteur, comment il fonctionne tout seul, pour après essayer de l'utiliser pour produire du bois, pour avoir la fonction économique. Une autre piste de réflexion, c'est de dire, mais est-ce que les forestiers, dans le passé, est-ce qu'ils n'ont pas déjà eu ce genre de problème? Et donc, je vous ai mis ici ce qui s'est passé en Allemagne. Donc en Allemagne, début du 19e, création de l'école forestière de Tarente. C'est dans le nord de l'Allemagne, c'est au niveau de la ville de Dresde. Donc 1811, école forestière de Tarente, et il y avait des forestiers français qui ont été dans cette école, ont discuté, et ils sont revenus en France, ils ont ramené une technique
qui s'appelle la futaie régulière, ce fameux système-là qui s'apparente un peu à une gestion simplifiée de l'écosystème. Cette technique, en Allemagne, elle a démarré en 1811 et en France en 1824, parce que c'est la création de l'école forestière de Nancy. Donc les Allemands, contrairement aux Français, quand ils décident de faire quelque chose, ils le font à fond. Et du coup, c'est assez intéressant en Allemagne parce que ça permet de voir les limites de la technique. Ils l'utilisent dans des tas de stations différentes, avec des tas d'essences différentes, et patatras, dans les années 1870, les forestiers allemands constatent une perte de résistance des peuplements. Donc on voit bien qu'un système artificiel devient plus fragile. Perte de résistance par rapport à quoi? Par rapport aux tempêtes, par rapport aux attaques d'insectes, aux bruits de glace, aux bruits de neige, etc. Donc la futaie régulière en Allemagne a démarré très tôt, mais début du XXe siècle, dans les années 1900, il y avait les gens commencent à se dire mais on a quand même un problème, quoi. On a beaucoup trop de ce qu'on appelle les produits accidentels, c'est-à-dire les attaques de scolytes, les attaques sur des papillons, le bruit de neige, etc., etc. Et il y a certains forestiers allemands, comme par exemple Geyer à Munich ou Meuler, pareil en Allemagne, qui essayent d'imaginer autre chose. Et c'est l'origine d'une technique dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la futaie irrégulière. On l'appelle aussi maintenant la sylviculture mélangée à couvert continu. Elle démarre cette technique de manière un peu confidentielle. Elle a vraiment accéléré, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout après la tempête de 1990 en Allemagne. Ils ont eu une tempête en 1990 équivalente à notre tempête de 1999, c'est-à-dire 140 millions de mètres cubes. Et ils ont eu aussi 1999. Donc ils ont eu deux très grosses claques qui leur a fait dire mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on adopte un système de gestion, nos peuplements sont trop artificiels, ils sont beaucoup moins résistants, il faut qu'on modifie. Donc c'est l'origine de ce bascule vers une autre gestion. Et donc cette diapo, simplement pour dire que entre le 19e et le début du 20e siècle, ce que je vous ai déjà dit, perte progressive de résistance des peuplements, plein d'aléas, que ce soit des insectes, de la neige, etc. Parle de perturbations en chaîne. Vous avez d'abord un phénomène qui arrive, qui va générer d'autres... vous avez par exemple la neige qui va générer des attaques de scolytes, etc. Et en tout cas, pour vous donner un exemple, entre 1953 et 1962, dans les forêts domaniales du Bade-Württemberg, 61 à 96% de la possibilité, c'est ce qu'on prévoit de récupérer. Donc ce qu'on prévoit de récupérer, en gros, c'est pas vous qui le décidez, c'est le vent, la neige et la glace. C'est-à-dire que quand on est à 96%, ça veut dire qu'il n'y a plus de gestion. Vous subissez la gestion. Et donc il faut bien retenir que la futaie irrégulière, elle a été proposée comme solution pour intégrer le manque de résistance des peuplements, pour améliorer la résistance des peuplements. Et c'est une solution qui admet que les forêts évoluent par perturbation. Alors sous nos latitudes, c'est plutôt des petites perturbations. Un écosystème forestier naturel, il se renouvelle par petites perturbations. Un gros bois, il meurt, il tombe, et ça fait un petit trou de lumière, et il y a des jeunes qui s'installent. Chez nous, c'est plutôt des petites perturbations. Dans le nord de l'Europe, plus on monte en latitude, plus c'est des grandes perturbations. Le problème avec le changement climatique, c'est de se dire, mais est-ce qu'on n'a pas plus maintenant de grandes perturbations qu'à une certaine époque? Et comment limiter et rester avec des perturbations plus faibles? On va passer maintenant aux moyens d'action. Quelle que soit la solution technique retenue, que l'on va évoquer après, il y a un problème qui est un dénominateur commun à toutes les forêts, c'est le déséquilibre faune-flore. Et la faune, dans ce cas-là, c'est les ongulés, c'est-à-dire sangliers, chevreuils et cerfs. Sur la photo de droite, là, vous avez un peuplement de feuillus. Et vous voyez, on voit comme dans les champs, c'est-à-dire que les premières feuilles, elles sont toutes à une certaine hauteur. C'est que les animaux, c'est la hauteur maximale à laquelle ils peuvent atteindre les feuilles.
Alors quand vous voyez ça, c'est-à-dire que vous pouvez voir en dessous, là, à 400 mètres de loin, dans ces plats, là, c'est mauvais signe. Et quand vous regardez ce qu'il y a au sol, il n'y a pas beaucoup de semis, et en plus, il y a souvent que du hêtre, et quand le hêtre est mangé, c'est très 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 mauvais signe. Parce que le hêtre n'est pas très appétant pour le chevreuil. Donc c'est assez simple, vous regardez, vous voyez cette impression d'une certaine hauteur pour toutes les feuilles basses, et puis vous regardez au sol, il y a très peu de semis autres que du hêtre, et puis il est mangé, c'est très mauvais signe. Et je vous ai mis à droite une photo qui a été prise là, cette année, là, au printemps. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, à côté de Stenay, mais du côté des Ardennes, il y a ce qu'on appelle l'école, il existe l'école, le domaine de chasse de Belleval. La commune, c'est Belleval-Bois-des-Dames. C'est une école, c'est un territoire de 1000 hectares qui appartient à la Fondation François Sommer. Et sur ce territoire, moi j'ai été impressionné, j'avais vu le territoire il y a 3-4 ans, c'était comme ça, il n'y avait rien au sol. Et là maintenant, vous voyez, le gestionnaire a laissé pousser, c'est du charme, il a laissé pousser le charme, et il se sert du charme pour faire une sorte de protection naturelle. Donc les charmes de périphérie, il les casse, mais il ne faut pas les casser complètement, il les plie, ça fait une sorte de barrière, en plus ça rejette, donc c'est une protection physique, c'est une source d'alimentation, hein, les animaux ils aiment bien le charme, et le plan ou le semis naturel est à l'intérieur. Et donc il met un petit bâton pour les retrouver plus facilement, hein. Mais en plus il a ça, pas de protection, et il a un système de suivi qui est assez simple dans sa conception, c'est de dire, moi, sur 100 plants ou semis, si j'en ai 80 qui vont bien, qui ne sont pas mangés, bah c'est bon. Si j'en ai plus, bah, il faut que je tire plus. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme façon de voir les choses. Il n'y a rien de pire que des plantations à nu. Ouais, vous faites tout le sol bien propre, vous plantez, vous vous rendez compte, les jeunes plants, ils se prennent du soleil tout le temps. Ça ne va pas super pour eux. Et puis évidemment, les animaux, ils prennent la ligne de plan et puis ils vous les mangent les uns après les autres. Donc quelle que soit la solution qu'on va évoquer, il faudra quand même qu'il faut gérer ce problème des déséquilibres. Alors première solution évoquée, c'est de laisser la forêt en libre évolution. Hein, pour améliorer la naturalité de l'écosystème forestier, il faut laisser les forêts en libre évolution. Petit ordre de grandeur, en métropole, 0,24%, ouais, c'est pas grand-chose, hein, des forêts font l'objet d'une protection en réserve intégrale. C'est pas beaucoup. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec le parc des Vosges du Nord, on essaye d'atteindre les 2%. Donc, il faut voir les ordres de grandeur. Hein, donc, vous avez tous entendu parler du projet Francis Allais, hein, de créer une réserve transfrontalière d'à peu près 70 000 hectares. Ça ne va pas se faire de manière simple, c'est compliqué, etc. C'est un projet qui est généreux, on pourra en reparler. Donc si ça se fait, si ça peut se faire, on ne sait pas très bien dans quelles conditions. En tout cas, on ne peut pas imaginer cette solution pour l'ensemble des 17 millions d'hectares. Ça paraît... Donc il faut augmenter les surfaces en libre évolution parce qu'on est à des niveaux très 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 faibles. Après la question c'est chez qui? Est-ce que c'est en forêt publique, en forêt privée? Donc c'est une solution mais que j'ai du mal à imaginer généraliser sur les 17 millions d'hectares. On prend une solution mais complètement à l'opposé. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui s'appelle 100 îlots d'avenir en Lorraine. Donc l'idée c'est quoi? C'est que face au changement climatique, on va aller chercher des essences exotiques que l'on va planter. Et donc le tableau vous donne 10 essences. Et comme c'est un protocole expérimental, il y a 10 répétitions de ces 10 essences, d'où les 100 îlots d'avenir en Lorraine. Alors parmi ces 10 essences, vous avez le Sequoia sempervirens, vous avez le chêne de Hongrie, etc. Il y a des essences, je ne les connais même pas. Le chêne zien, là, je ne sais pas quelle gueule il a, comment ça il se comporte, etc. Donc on va chercher des essences ailleurs. Il y a bien sûr une recherche en disant que c'est des essences plutôt méditerranéennes qui vont encaisser les climats. Donc vous voyez là,
Il y a la solution d'avant, on laisse faire la nature, généraliser ça à 17 millions d'hectares. Autre solution, on intervient, on dit il faut arrêter de bricoler, là, maintenant il faut y aller, le problème il est urgent, on ne peut pas attendre, on n'est plus dans la contemplation, on est dans l'action, il faut faire quelque chose parce que ça va arriver vite, etc., etc., donc ce projet-là. Je vous donne un cas particulier parmi ces 100 îlots d'avenir, la forêt AgroParisTech, la forêt de l'école où je travaille, participe à ce projet. Moi, je ne savais pas qu'on participait à ce projet. J'ai découvert ça avec des étudiants en faisant un TP. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là là? Donc, on est dans le projet et on a planté ou fait planter sur 2 hectares des chênes de Hongrie. Au passage, le coût de plantation sur les 2 hectares, c'est 35 000 €. C'est énorme. C'est énorme. La région finance avec un maximum de 10 500 €. Donc, normalement, on doit recevoir 21 000 €. Reste quand même à sortir 14 000 €. Et puis, au passage, pour la collectivité, ça fait quand même 21 000 € de dépenser, parce que l'argent vient bien de quelque part. Alors, ça a été planté en 2022, au printemps. Je suis passé là, je me suis dit, oh, voilà, mais qu'est-ce que ça va devenir ce truc-là là? Je suis passé à l'été 2022, il y avait la moitié des plants qui étaient grillés. Et puis après, comme ça avait été trop travaillé, il y avait plein de graminées. Et dans ces graminées, c'est génial pour les rongeurs, parce que les rapaces les voient moins. Hein. Donc on a eu des attaques de rongeurs. Là, j'y suis retourné, là. Ah, c'est peut-être pas si mal que ça. La mortalité, quand même, sur les chênes de Hongrie, c'est 55%. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de regarder, mais qu'est-ce qui vient là-dedans? Là, on s'aperçoit qu'il y a quoi? Il y a du boulot. Il y a du tilleul, il y a du charme, et il y a des chênes. Alors, on est en train de refabriquer un écosystème qui était déjà en place. Au passage, on a payé 35 000 €. Donc ça fait cher pour refaire un truc. Qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion de cette expérience? Pas grand-chose. Alors sur les autres expériences, en plus, j'ai entendu dire, je n'ai pas vérifié, donc il faudra vérifier, mais que nous, sur les 100 îlots d'avenir, en Meurthe-et-Moselle, il y en a 5. Et nous, on serait les mieux, ça aurait le mieux marché parmi les 5. Alors ce qui est rigolo avec les séquoias sempervirens, on dit ça parce que toujours vert. Les forestiers qui ont planté ça, maintenant ils l'appellent le séquoia toujours rouge, parce qu'il a grillé avec le froid. Donc voilà, bon, petite plaisanterie, mais bon, s'il n'y avait pas autant d'argent derrière, et puis franchement, c'est nier ce que je vous ai dit, c'est qu'une forêt c'est un écosystème, quoi. Il ne faut pas s'étonner que si je fais quelque chose, il y a autre chose qui vient. Enfin, ça paraît logique. Évitons de perturber l'écosystème, essayons plutôt de l'utiliser. Ça fait penser un peu au truc du tétra, à l'introduction du tétra. On pourra en reparler après. Alors, donc, il y a la solution ne rien faire, il y a la solution implanter des essences exotiques, et il y a une solution qui a évidemment ma faveur, c'est de dire on va essayer d'utiliser l'écosystème en place et on va au maximum utiliser la résilience des arbres qui sont présents et des espèces présentes. On va éviter de faire des peuplements monospécifiques, on va éviter de perturber le sol, etc. etc. Donc le traitement en fuite irrégulière, qui à l'origine en Allemagne a quand même été conçu pour justement être capable d'absorber des perturbations. On accepte les perturbations, on les utilise, et dans ce système-là, l'augmentation de la naturalité, c'est-à-dire augmenter la quantité de bois mort en forêt, c'est une sorte d'auto-assurance. On tente cette parade face au changement climatique. Un autre intérêt de traitement en fuite irrégulière, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des choix sur le temps long. Vous coupez tout, vous devez décider, mais qu'est-ce que vous plantez? Et si vous plantez par exemple du chêne de Hongrie, ça veut dire que vous allez le récupérer dans 2 siècles. Donc, alors que si vous utilisez ce qui existe, vous pouvez corriger le tir à chaque fois que vous intervenez en forêt. Donc évidemment, ce système-là, il a ma faveur. Alors quand on discute
avec un certain nombre de personnes, je pense que vous avez dû entendre, face au changement climatique, plusieurs stratégies. Donc on va commencer par celle qui est à ma faveur, c'est utiliser en priorité la résilience de l'écosystème et le cortège de sciences en place. Première ligne là-haut, qui peut-être j'aurais dû commencer par là, c'est éviter d'aggraver la situation. Tassement des sols, il faut éviter de faire des ouvertures trop fortes. Je ne sais pas si vous savez, mais le hêtre, quand il a poussé serré et que vous le mettez en pleine lumière, comme il a une écorce fine, il prend des coups de soleil, il cloque, et puis après il meurt. Donc voilà, il a poussé serré, puis tout à coup vous le mettez en pleine lumière, et hop. Donc le maintien du couvert, la maîtrise de l'exploitation pour éviter le tassement des sols, la diversification des essences. Une essence, elle n'est pas là que pour produire du bois, elle est là pour aider une autre essence. Par exemple, du frêne sur du calcaire dur, on ne fabriquera jamais des grumes, sauf que le frêne, quand il est là, il pousse très vite en hauteur et vous permet de fabriquer autre chose. Le tremble, on s'en fout du tremble, mais le tremble, c'est une super essence. Elle permet de fabriquer des super chaînes. Et puis le tremble en lui-même, c'est pas un bois inintéressant. On les a pas valorisés jusqu'à présent, mais si vous avez des trembles bien cylindriques, sans nœuds plongeants, etc., quand vous achetez à la boulangerie, là, vous savez, des brioches, il y a un petit emballage en bois, là. L'entreprise qui fait ça, qui s'appelle Paddy Bois, elle préfère du tremble plutôt que le peuplier. Parce que d'un point de vue technologique, le tremble a des qualités technologiques supérieures au peuplier. Évidemment, on n'a pas beaucoup de beaux trembles en France. Mais pourquoi on ne les a pas? Parce qu'on ne les a pas gérés. Donc toute espèce a une utilisation, soit parce qu'elle produit de la matière intéressante, soit parce qu'elle aide à produire de la matière intéressante, soit parce qu'elle permet de faire fonctionner l'écosystème. On dit que chaque essence a une certaine fonctionnalité et on essaye de faire en sorte que l'on respecte ces différentes fonctionnalités. Donc on essaye d'éviter d'aggraver le problème, on essaye d'utiliser un maximum d'essence, on essaye de valoriser ces différentes essences. Et quand je dis valoriser, c'est pas que d'un point de vue de production de bois, c'est leur contribution au fonctionnement de l'écosystème. On met en place un système de monitoring, ça fait que plutôt que de dire mais moi j'ai la solution, on dit on va être plutôt prudent, on va regarder comment ça se passe et par une méthode de petits pas, on regarde comment ça se passe, on recontrôle, hop, et puis voilà, on ajuste le tir. Supposons que cette gestion-là, que je préconise en priorité numéro 1, supposons que dans le futur, cette gestion-là ne marche pas. Vous avez entendu parler de la migration assistée. La migration assistée, c'est par exemple d'aller chercher un hêtre à la Sainte-Baume dans le Var et vous l'amener à Verdun. L'idée, c'est quoi? C'est que les hêtres qui vivent en Méditerranée subissent beaucoup plus d'été sec et donc génétiquement, ils se sont mieux adaptés. Les essences, quand elles subissent des tas d'aléas, les arbres, c'est des usines à mutation, donc elles ne s'arrêtent pas de muter, et donc vous avez un potentiel génétique qui est considéré comme plus adapté sur des hêtres de la Sainte-Baume par rapport à Verdun. Sauf qu'en Lorraine, vous avez aussi des hêtres qui ont poussé sur des cailloux, sur des versants sud. Donc vous avez aussi un potentiel génétique en Lorraine, qui en même temps doit aussi subir des hivers froids. Parce qu'on part du principe qu'avec le changement climatique, il n'y aura plus d'hiver froid. Moi, dans mon jardin, j'ai eu des espèces, là, des romarins ou d'autres choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, en Lorraine, on se payait quand même du moins 25, moins 30. Donc ils ont survécu à du moins 30. Là, il y a 2-3 ans, il a fait moins 10, moins 15. Ils ont grillé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, il y avait eu le mois de janvier qui était doux. Donc les essences, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à fonctionner. Boum, est arrivé derrière de moins 10, hop, ils ont grillé. Tous ces arbustes ont grillé. Donc c'est ce qu'on appelle la phénologie. Partir du principe que les températures vont augmenter, c'est oublier que les gens réfléchissent à quelle essence introduire pour 2100. Mais les arbres, ils ne sont pas en 2100, c'est maintenant. Et il y a la phase de transition. La phase de transition, c'est qu'on va quand même se payer pas forcément des hivers hyper trop froids, mais une perturbation de la phénologie. Et c'est pour ça que le séquoia Saint-Pervérin, on l'appelle séquoia rouge, parce qu'il a gelé, quoi. Donc, migration assistée, pourquoi pas. Et puis après, introduction d'essences exotiques. Là, je vous ai mis à utiliser en tout, il faudrait rajouter du tout, là, dernier recours. Donc l'ONF nous a présenté, comme je suis au conseil scientifique du Parc des Vosges du Nord, leur stratégie qui correspond à ça, éviter d'aggraver le problème, banco, migration assistée,
introduction d'exotiques. Alors j'ai répondu, ok, sauf qu'il faudrait le métier des seuils, des priorités. Quand est-ce qu'on bascule d'une stratégie à l'autre? Et là, ce qui a été fait avec le programme îlot d'avenir, c'est qu'on est passé directement à l'introduction d'exotiques. Avec derrière cette idée, c'est qu'il ne faut plus attendre. Ça va tellement vite qu'il faut y aller maintenant. Il n'y a pas eu ce système en disant on va mettre des niveaux d'alerte et si notre stratégie ne fonctionne pas, on peut peut-être changer de stratégie. Mais ne commencez pas d'emblée à aller vers des exotiques. On aura l'occasion, je pense, dans la discussion de parler de cette vitesse. Il y a la vitesse du changement climatique et il y a notre capacité à nous à modifier un écosystème. Là, sur cette photo, c'est ce qu'on appelle les plantations en point d'appui. C'est-à-dire qu'au lieu de planter en plein, ce qui est les plantations, économiquement, c'est cher et il n'y a aucune garantie. Il y a les plantations qui sont faites, là, j'ai en tête une plantation du côté de Vaucouleurs, 18 hectares, le gars, il a quand même fait ça, il a essayé de faire bien, il a mis du tilleul, il a mis même du platane, de l'érable champêtre, plein de choses, il a essayé de mélanger. Taux de réussite, 10%. 90 000 euros. Donc, alors, vous voyez que quand on plante dans une ambiance forestière, on limite quand même les risques. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui pose quand même problème. C'est que la recherche, en général, nous sort des documents qui sont valables à grande échelle. On vous dit le hêtre risque de disparaître, donc c'est un truc un peu général. Mais les gestionnaires, eux, ils ne peuvent gérer que des cas particuliers. Vous avez 7 parcelles. Vous avez du hêtre sur cette parcelle, ok, mais c'est quoi comme hêtre? Versant sud, versant nord, sur une croupe, sur une combe. C'est des gros hêtres, c'est des petits hêtres. C'est pas du tout les mêmes. En plus, vous avez une diversité génétique dans les arbres qui est énorme. La diversité génétique du hêtre, c'est comme si on prenait 4 fois la population humaine hein, entre les pygmées et les Maasai. Quoi. Vous avez, quand on dit le hêtre, il y a plein de hêtres. Donc, notre travail à nous, c'est d'accepter cette variabilité plutôt que généraliser. Quoi comme variabilité? Variabilité des climats. La carte de France, là, c'est ce qu'on appelle la sécheresse de 2003. Hein. Il vaut mieux utiliser le terme de canicule, parce que ça a été une année chaude, mais pas forcément une année non plus où il a fait sec. En rouge, évidemment, c'est les zones où le déficit hydrique était fort. Enfin, là c'est des précipitations cumulées. Hein. Donc il y a eu peu de précipitations en rouge, mais en bleu, c'est des zones où il a plu. Et au moins, tout ça, c'est des forêts que je suis. Il y a des forêts, à la suite de 2003, les arbres, ils n'ont jamais autant poussé. Il a fait chaud, il y avait de l'eau, les arbres, ils ont poussé. La carte de droite, c'est une forêt qui est à Ciré-sur-Blaise. C'est une forêt privée qui fait environ 1000 hectares. Cette forêt, qui est en 4 parties, là, j'ai mis en rouge les versants sud, en bleu les versants nord, ou les talwegs. Donc là, c'est pareil. C'est une forêt de 1000 hectares. Elle est à 85% constituée de hêtres. Vous imaginez la propriétaire, on lui dit mais le hêtre, il va disparaître. Elle fait quoi? Il faudrait quoi faire planter sur 1000 hectares autre chose. Alors que, je vous ai dit, il y a du hêtre versant sud, du hêtre versant nord, etc., etc. Donc toutes ces variabilités, c'est ça qu'il faut s'occuper de ces trucs-là. Et malheureusement, la recherche académique nous donne souvent des règles trop générales. Tout ce qui est... actuellement, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait à la télé quelqu'un qui parle de forêt, des bouquins qui sortent, des documentaires, des articles, etc. etc. Donc vous avez tous vu ça hein, sur la presse, là. Évidemment, dès que c'est aussi médiatique, les hommes politiques ou les femmes politiques essayent d'utiliser ce truc-là, là, il faut qu'ils aient une position. Le dénominateur commun, c'est que la politique forestière, ça a toujours été, la priorité, ça a toujours été de produire du bois. Quels que soient les gouvernements, etc. Si vous regardez... alors pour vous donner un exemple, 2007, Grenelle de l'environnement, vous vous rappelez du slogan «
produire plus tout en préservant mieux. Hein. Alors j'ai mis en dessous, la réalité c'est que le produire plus est devenu plus gros et le préserver mieux est devenu plus petit. Hein. Si on rejoint ce fameux théoricien allemand là, Karl Geiger, qui lui disait pour lui l'important dans la sylviculture c'est avant tout le soin à l'écosystème. Et il recherchait derrière les bénéfices qui seraient liés à une gestion économique des forêts. Et donc on pourrait traduire ça, préserver mieux pour produire plus. Et puis on pourrait mettre produire mieux pour préserver plus. Ça c'est par exemple ce qui a été retenu dans la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc les politiques essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils sont conseillés par des conseillers, et ça donne des fois ce genre de choses. Les rapports du ministère de tutelle, alors la Cour des comptes, elle a encore sorti un document en janvier 2024, tous les 2 ans il y a un rapport sur la forêt. Le leitmotiv c'est toujours les prélèvements sont inférieurs à la production, en gros il y a quand même un capital économique qui est en train d'être gâché. On ne plante plus, donc ça c'est sans doute les pépiniéristes qui râlent, même avec le changement climatique, là maintenant ils devraient être un peu plus contents. Alors, et on compare par rapport à l'Allemagne. En Allemagne, les Allemands plantent beaucoup plus que nous. Nous, on travaille beaucoup plus par régénération naturelle, donc je pourrais vous expliquer pourquoi cette différence. Vous avez déjà entendu le fait que les gros bois n'ont plus de capacité de réaction. Les gros bois, c'est vieux. Quand on est vieux, on réagit moins bien à des aléas. Hein. Et donc ça, il y a un côté anthropique, il y a une analogie qui est mal placée, parce qu'un chêne de 2 siècles, c'est comme si on disait à quelqu'un, un être humain de 35-40 ans, qu'il n'a plus d'avenir. Un chêne de 2 siècles, c'est jeune. Un chêne, ça peut durer jusqu'à 5 siècles. Donc 2 siècles, c'est pas vieux. Mais vous avez des tas de choses comme ça. Et en gros, le leitmotiv de tous ces rapports, c'est que la forêt française est vieillissante, et derrière ce côté qui est un peu embêtant, qui est de faire peur. Il faut être conscient des problèmes, ça c'est clair, mais il faut les affronter. Il ne faut pas donner la... Parce qu'après, vous avez des gens qui arrivent et disent « Mais nous, on a la solution. On a des plants améliorés génétiquement, on a des tas de trucs là, et voilà. Hein, vous inquiétez pas, on peut trouver une solution à votre problème. » Qui, au passage, va dégrader plus l'écosystème que l'améliorer. Vous avez un site internet, la vie publique, je trouve que c'est pas mal. Le dernier rapport, là, qui s'intitule Un avenir lié au changement climatique là, pour les forêts françaises, je trouve qu'il était pas mal, je le lis, etc. Mais à la fin, conclusion, renouveler la forêt. Encore, renouveler la forêt. Comme si le boulot des gestionnaires forestiers, c'était de renouveler la forêt et pas d'essayer de l'améliorer, de l'utiliser au maximum. Le programme national de la forêt et du bois là, qui nous concerne à l'heure actuelle, bon, vous avez des trucs très généraux, quoi. Adapter les sylvicultures pour mieux répondre aux besoins du marché, ok, ça c'est le marché. Développer la synergie entre la forêt et l'industrie, ça c'est encore le marché. Adapter les forêts françaises au changement climatique sans dire vraiment comment faire. Vous avez tous entendu parler du plan de relance. Hein, le plan de relance, c'est à peu près 150 millions d'euros. Là. Évidemment, les agriculteurs, ils ont touché 1 milliard. Donc les forestiers, ils ne pouvaient pas être sans avoir des subventions. Mais l'association Canopé, pardon. C'est la fatigue. L'association Canopé qui a étudié le fait que dans le plan de relance, 42% des cas, donc des projets subventionnés, c'était sur des forêts qui n'étaient pas dépérissantes. C'était juste pour utiliser l'argent. Bon, une conclusion un peu générale, la forêt française augmente en volume et en surface, mais le traitement en fuite irrégulière a augmenté la part d'artificialité. Tout ce qui est artificiel, ça invite à s'interroger sur la perte de résistance. Hein. Les solutions préconisées, je pense en particulier à celles que je vous ai présentées comme les îlots d'avenir, c'est plutôt quelque chose qui va augmenter l'artificialisation. Le coût économique marchand et non marchand de ces solutions-là, ça va être supérieur au coût écologique.
Je pense que la bonne solution, c'est d'essayer d'augmenter la naturalité des forêts. Je ne reviens pas sur éviter d'aggraver la situation, etc., utiliser le cortège d'essence en place, adopter la futée irrégulière. Puis il y a une partie qui me paraît importante, ça sera l'objet d'une discussion après, c'est de dire c'est quoi les priorités. Si on va rechercher une plus grande naturalité, il faut commencer par quoi? Et donc moi je vous propose, mais on peut en parler, de commencer d'abord par les forêts domaniales, pour après s'occuper des forêts communales et enfin les forêts privées. Et ça, c'est vrai à l'échelle nationale, mais c'est encore plus vrai dans le Grand Est, puisqu'on a vu que c'est les forêts publiques, et en particulier les forêts communales, qui sont majoritaires dans la région Grand Est. Et puis il y a un terme qui a de plus en plus tendance à m'énerver, qui est le terme de renouveler. Dans les documents de politique forestière, à la fin, la solution c'est il faut renouveler la forêt. Voilà, c'était une simple introduction, et puis place à la discussion. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce que nous on considère comme un massacre, c'est le surcloisonnement, avec le tassement des sols. Alors ça c'est une question, mais peut-être y répondre rapidement pour ne pas monopoliser. Et deuxièmement, il y a la mission régionale environnement, la NRAE, qui nous a reçus dans un débat d'ordre général, qui nous a confirmé que la consommation nécessaire de bois pour les chaufferies était nettement supérieure à ce que pouvait produire la forêt en Lorraine. Quelle est votre approche par rapport à ça? Alors, première question concernant les cloisonnements. Je vois parfois des cloisonnements qui sont espacés de 20 mètres d'axe en axe. Alors pourquoi? Parce qu'il y a ce côté, par exemple, la mutuelle sociale agricole a constaté que les débardeurs, les accidents du travail, c'est quand ils descendent ou qu'ils montent de leur cabine. Là. Et puis d'un point de vue pénibilité, il faut tirer un câble pour aller chercher du bois. Donc de plus en plus maintenant, les skideurs, les tracteurs forestiers, là, ils ont un grappin derrière. Et la portée du grappin, c'est 9 mètres. Donc en gros, c'est si vous êtes comme ça, vous récupérez du bois sans descendre. Moi, je suis pas du tout. Je suis d'accord, il faut faire attention à l'accidentologie, au fait que les gens travaillent, et il faut faire attention à ça. Mais moi, je préfère quand même des cloisonnements tous les 30-40 mètres, quoi, parce que tous les 20 mètres, ça devient. Oui, et puis il y a une partie une surface importante de la forêt qui est plus fonctionnelle, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on accepte de faire des cloisonnements plus longs, il faut aussi accepter de payer mieux les débardeurs, parce que ça sera plus dur, plus compliqué pour les personnes. Mais le producteur, c'est-à-dire le propriétaire, qu'il soit public ou privé, il faut qu'il soit conscient de ça. C'est-à-dire qu'il faut payer correctement les gens. Et après, dans la gestion et la coupe, un arbre qui tombe, on peut se débrouiller pour faire en sorte qu'il ne soit pas trop loin, que le gars, il n'est pas... Peut-être certains, on pourrait les attraper au grappin, d'autres, il faudra tirer un câble, mais voilà, les gens le faisaient avant. Il faut faire en sorte que ce soit... On améliore peut-être la gestion, qu'on améliore la rentabilité, que ça permette de payer mieux les débardeurs. Mais je ne suis pas du tout... moi, ça me gêne d'avoir des cloisonnements tous les mètres. La forêt, ça devient un peu... On détruit les sols. Et puis on détruit les sols. Même si on met des biopois morts pour essayer de limiter, ces surfaces-là sont un peu gelées. Ouais. Donc la première question, c'était les cloisonnements, et la deuxième, c'était... Ah oui, la biomasse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les besoins énergétiques de la France, mais... alors j'ai fait partie d'un groupe de travail sur le bois énergie, au niveau national. Là-dedans, il y avait les directeurs de Gaz de France, de l'électricité, etc. Eux, ils raisonnent en térawattheures. Alors vite fait, j'ai regardé sur mon téléphone l'unité, je ne connaissais pas, c'est quoi les térawattheures. Moi, j'en étais resté aux tonnes équivalent de pétrole, ou des mètres cubes, ou des stères. Ces gens-là, ils ont la solution à tout, quoi. Et moi, je disais, par exemple, le bois en forêt, le bois de chauffage en forêt, il a une dimension aussi sociale.
Dans les campagnes, avec le coût de l'énergie, les gens vont faire leur bois, et puis c'est une façon d'aider, et en même temps, le gars qui fait son affouage, il rend service au propriétaire, parce qu'il informe de ce qui se passe. Donc le bois bûche me paraît être une bonne solution. Or, les acteurs de l'énergie, pour eux, c'est plaquettes, éventuellement transformer ça en gaz, parce que dès que le bois, vous le mettez à forte température, ça se transforme en gaz, et puis après, Gaz de France, il dit, mais nous, les tuyaux, ils sont prêts. Vous fabriquez du gaz, et puis, voilà, on envoie ça. Donc pour eux, ils ont des solutions à tout, mais en particulier, il faut qu'une partie du bois reste en forêt, parce que c'est aussi des éléments minéraux. Toutes les parties fines, il faut les laisser en forêt. J'ai en tête une propriété à côté d'Aubry, où la propriétaire s'est fait avoir, elle a signé un contrat sans vraiment être consciente de ce que... L'exploitation a été faite arbre entier. C'est-à-dire que l'arbre est abattu, il est tiré, complètement, mis bord de route. Vous avez des gros broyeurs, vous avez des semis. Les semis, ils tournent, le broyeur, il transforme l'arbre, il l'avale. Et le gars, vous interrogez le gars qui a son broyeur, là. En général, quand vous allez voir un gars qui vient d'acheter une nouvelle machine, il est tout content. Il vous explique, oh, elle est géniale, celle-là, je peux faire tout ci, tout ça. Donc, il y a plein d'inconvénients. Et après, quand on regarde les capacités, moi j'avais justement travaillé un peu sur les besoins énergétiques de la France, c'est à peu près, moi je raisonne en tonnes équivalent pétrole, c'est 300 millions de tonnes équivalent pétrole. Et si on regarde qu'est-ce qu'on peut mobiliser de plus pour aller dans la filière énergie, sans dire un gros chêne de qualité Mérin, je l'envoie dans la filière énergie, je le mets quand même dans la filière Mérin. Mais si on dit que c'est du bois qui peut aller dans la filière bois-énergie, on est au mieux, on était entre 2 et 10 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est pas zéro, ça peut contribuer à la satisfaction des besoins énergétiques, mais ça ne peut pas gérer les besoins énergétiques de la France. Alors il faudrait être dans une situation telle que il faut absolument trouver de l'énergie. Là on a quand même 2,8 milliards de mètres cubes. On peut très bien décider que les 2,8 milliards de mètres cubes, on les transforme en énergie. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense que non, quand même. Donc, est-ce que la forêt peut contribuer aux satisfactions des besoins énergétiques? Oui, mais très modestement. Et pour moi, le bois énergie, ça a aussi une valeur sociale. Et cette valeur sociale me paraît super importante. Les acteurs de l'énergie disent oui, mais les poêles domestiques, les rendements sont beaucoup moins bons que des chaudières industrielles. Donc on est en train de gaspiller l'énergie. Si on avait un gros problème d'énergie, on pourrait dire mais il faut être efficace. Un poêle, à l'heure actuelle, même s'ils ont amélioré leur rendement, on est à 70-80%. Les chaudières industrielles, elles arrivent à récupérer 90-95% de l'énergie contenue dans le bois. Oui, peut-être. Reste que cette dimension sociale me paraît fondamentale. Merci Max déjà pour ton intervention. Tu as évoqué rapidement le rôle un peu différent des anciennes forêts royales notamment. Donc ici on est à côté de la forêt de Haye, qui a aussi ce rôle social très important, qui correspond à une artificialisation finalement très différente de la gestion, beaucoup moins brutale, mais qui peut éventuellement avoir quelques impacts. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Alors la forêt de Haye, avant la tempête de 99, elle était à 90% constituée de hêtres, ce qui n'est pas normal. La tempête de 99 a permis de faire réapparaître la diversité des essences, puisqu'on est sur plateau calcaire, et bon, comme il y a plein d'espèces qui potentiellement pouvaient être là, mais la gestion faisait que on avait caché tout ce potentiel. Donc la forêt de Haye, avant la tempête de 99, elle était, à mon avis, très artificielle. C'est la tempête de 99, mais ce n'est pas l'action de la gestion, qui a permis de retrouver une certaine diversité. Sur plateau calcaire, on peut faire plein de choses. Et on peut faire des cormiers, des alisiers, blancs, torminaux, on peut faire plein de trucs, quoi. Ça améliore les risques, la gestion des risques, puisque c'est des essences différentes qui vont se comporter de manière différente. Je considère que maintenant elle est un peu meilleur état que ce qu'elle était avant, mais elle est quand même, à mon avis, encore artificielle. Merci.
cet exposé est assez clair. Si je reviens au titre, qui est sortir de l'artificialisation des forêts, je pense que ça passe quand même un petit peu par le consommateur. Je vais prendre un exemple, vous avez cité tout à l'heure le charme qui dépérit un peu. Toute espèce d'arbre, vous l'avez cité aussi pour le tremble, on peut avoir des utilisations très intéressantes. Le tilleul aussi, on en fait des utilisations différentes du charme, bien entendu. Le charme, pour le public, on faisait à une certaine époque des étals de boucher, qui a été remplacé par le plastique. Je peux prendre aussi le cas des épicéas, des pins et des Douglas aussi éventuellement, qui faisaient de beaux poteaux électriques, qui font 7, 8, 9, 10, 12, 15 mètres de haut, et qui sont remplacés aujourd'hui par le béton. Donc ça, c'est une première chose. Donc, je veux dire que, première chose, je veux dire que le consommateur a il a une responsabilité et il est un petit peu coupable finalement de cette industrialisation de la forêt. Parce qu'il consomme, alors ce qu'on lui donne, mais ce qu'on lui donne, c'est quoi? C'est du plastique, c'est des meubles Ikea qui sont le résultat, alors, ou l'inverse. L'industriel, lui, il dit, ben voilà, moi je suis capable de vous fournir ça, donc bah oui, finalement c'est pas mal, c'est sympa, c'est beau, mais bon, ça ne correspond pas à ce que produisent nos forêts. Donc ça c'est un premier point, c'est une réflexion. Et par contre, j'ai une question. Vous n'avez pas parlé à peine du cortège associé aux blancs qui sont issus des espèces candidates aux espaces plus de 2 hectares. Les îlots d'avenir. Donc les cortèges d'espèces allochtones ne sont pas les mêmes que les cortèges d'espèces autochtones. Et quand on importe des espèces allochtones, importe-t-on les mêmes cortèges ou pas? Et quelle incidence sur la biodiversité de nos forêts futures si on continue dans ce sens-là? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va chercher une essence ailleurs, on l'amène, et on oublie que dans son écosystème naturel, il y a d'autres espèces qui ont coévolué avec elle, et que du coup, on l'amène là, et tout va bien se passer. Sauf que si jamais il y a un parasite de cette espèce qui arrive, ben, il n'aura pas ses propres parasites, et donc du coup, ben, il va y avoir une épidémie qui va s'installer. Je pense à un cas précis, le chêne rouge d'Amérique. Le chêne rouge d'Amérique, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les parasites du chêne rouge sont des parasites de nos chênes autochtones. Et les parasites, il y a les parasites du chêne rouge n'ont pas eux-mêmes, on n'a pas importé les parasites quoi. Et là, actuellement, le chêne rouge, c'est inquiétant. C'est une essence qui a été introduite il y a même un siècle par certains endroits. Je trouve que c'est dangereux et on peut généraliser ça à la quasi-totalité d'exotiques. On oublie qu'un arbre, quand il pousse quelque part, il a tout un cortège d'essences associées, d'espèces associées, animales, végétales. Et si vous le mettez ailleurs, attention, vous faites quoi là? Vous pouvez faire apparaître des parasites. Quoi. Sur la remarque précédente, l'autre remarque, oui, il y a un défaut des sylviculteurs, ils font de la forêt, et puis en gros, ils martèlent, ils font ça très très bien, et puis à la fin, c'est qui veut bien m'acheter mon bois? C'est-à-dire, il y a une déconnexion entre la production et puis l'aval de la filière. Le forestier, il doit aussi s'occuper de ça. C'est-à-dire, il ne peut pas se contenter de dire ah, mais moi je bosse bien, et c'est les autres qui ne veulent pas m'acheter mon bois, je sais pas quoi. Pourquoi il n'y a pas de marché de charme grume alors qu'il y a un potentiel en Lorraine de sortir des petites grumes de charme? C'est parce que simplement, on ne s'est pas assez préoccupé de ça. Le boulot des forestiers, c'est de trouver des filières. Tremble, tilleul, charme, tout ce qu'on appelle boulot, tout ce qu'on appelle les essences secondaires. L'année dernière, j'étais en Espagne. On dit souvent, l'Espagne, c'est pas pareil, c'est le sud, les forêts sont moins belles, etc. J'ai été bluffé par leur capacité à valoriser des essences secondaires. Par exemple, tout le bois de mauvaise qualité est utilisé pour faire des planchers pour limiter la quantité de béton.
savez, dans une poutre en béton, la ferraille, elle permet de... Parce que le béton, il est très bon en compression, mais très mauvais en dilatation. Donc c'est la ferraille qui permet d'assurer cette résistance. Ben, dans la partie basse, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent du bois de mauvaise qualité. Et ils font juste, ils mettent comme partie métallique que des vis de temps en temps, parce qu'ils mettent quand même une petite chape de béton pour assurer la cohésion entre le bois et le béton. Je trouve ça génial. Ils valorisent du bois de très mauvaise qualité, comme ça. Enfin, moi je dis chapeau, quoi. Ils valorisent certaines essences, on se dit, c'est pas possible. Ils font des panneaux de particules avec du schiste, avec des essences méditerranéennes. Waouh! Et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer de valoriser tous les produits. On a la chance, dans l'altitude, d'avoir plein d'essences qui soient arborées ou arbustives. Essayons de les valoriser. C'est pas pour tout couper, hein, c'est au contraire pour essayer de les utiliser. Là, actuellement, c'est clair qu'il y a certaines essences, je les ai citées, le charme, le tremble, etc., qui sont vraiment mal valorisées. Oui, bonjour. Guillaume Godefroy du Conseil départemental. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour rebondir avec le dernier échange, je me posais la question des facteurs qui pouvaient être les plus limitants, ou en tout cas limitants, par rapport au développement de la sylviculture irrégulière. Alors, on peut penser au machinisme, aux paramètres de formation des forestiers, main-d'œuvre peut-être. Sur les débouchés, il y a la demande du consommateur, mais aussi peut-être aussi la configuration des filières de transformation. Qu'est-ce qui pour vous est déterminant, si possible, de manière hiérarchisée, sur qu'est-ce qui constitue les principaux enjeux de transformation des modes de sylviculture vers de l'irrégulier? Alors, je ne suis pas le seul, mais quand j'ai pas mal travaillé avec un expert qui s'appelait, malheureusement il est décédé, Brice de Turckheim. Brice de Turckheim, en numéro 1, il mettait pour l'évolution et le fait que les gens acceptent la fuite irrégulière, il disait la formation. Formation des gens pour lui, c'était prioritaire. Formation à tous les niveaux. Hein, l'ouvrier, le technicien, l'ingénieur. Donc il faut vraiment que les gens soient formés. Après, derrière, il y a des blocages que je ne m'explique pas très bien. Du style, ça coûte plus cher. Vous voyez, une notion de coût. Alors que derrière, c'est exactement l'inverse, quoi. Donc, est-ce que c'est de la mauvaise foi, de manque d'information? Il y a des choses qui sont véhiculées qui ne sont pas justes. Par exemple, ça coûte plus cher. Non, ça ne coûte pas plus cher, au contraire. Alors, évidemment, vous pouvez toujours dire un plan planté en futée irrégulière coûte plus cher qu'un plan planté en futée régulière. Ben, c'est logique, on en plante moins. Donc le coût unitaire, il est plus fort, mais on en plante beaucoup moins. Donc ça peut coûter peut-être 2 fois, 3 fois plus cher, mais sauf qu'on en plante beaucoup moins. Il y a des forêts comme ça qui ont été reconstituées à partir de terres agricoles. J'ai en tête une forêt, la forêt de Bouscadier, à raison de 1 plan par hectare et par an. On n'est pas dans les mêmes niveaux, c'est pas pareil que de planter 1000 plants par hectare, quoi. Donc il y a toute une série de choses, il faut continuer à communiquer, il faut former. La filière s'inquiète. Par exemple, quand l'ONF, Direction Générale, a demandé à ce que toutes les forêts autour de Paris, je ne sais pas si vous avez entendu ce projet-là, donc toutes les forêts sur la bordure sud de Paris et en remontant, ça a attrapé la forêt de Compiègne, la forêt de Saint-Gobain, jusqu'à la forêt de Mormal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette forêt dans la presse. Il y a des grosses tensions entre l'ONF et puis les habitants là, sur la forêt de Mormal. Donc, face à ces critiques, le directeur général de l'ONF a dit à une équipe de personnes, vous allez me refaire tous les aménagements. Ça fait quand même un paquet de milliers d'hectares. Et le syndicat des exploitants des Sieurs, ils sont montés au créneau en disant « Mais attendez, on n'aura plus de bois ». Donc ça aussi, c'est un truc à régler. En général, ça se règle parce qu'on leur donne des subventions, quoi. C'est une inquiétude qui est pour partie juste, mais qui globalement est quand même fausse. Je m'explique. Quand on fait cette transition entre futée régulière et futée irrégulière, on a tendance pendant les premières années à mobiliser plus de bois de mauvaise qualité,
puisque le but c'est de concentrer l'accroissement sur des arbres de qualité. Donc on sait qu'on a cette phase. On ne modifie pas la quantité totale, mais on modifie la proportion. Et ça, il faut en être conscient, parce que par exemple, j'ai en tête une scierie qui s'était installée à côté de Dabo, là, dans Moselle, qui s'était spécialisée, elle voulait sortir que des bois, des sapins de plus de 40 de diamètre. Et donc elle a dit, futaie régulière c'est génial, parce qu'on va petit à petit fabriquer plus de gros beaux bois. Seul problème, c'est qu'entre le moment où on décide ça, les premières années, on sort des bois qui ne sont pas de super qualité. Et donc elle ne s'y retrouvait pas. Et c'est à nous, producteurs, de dire, il faut qu'on arrive à faire vivre l'industrie locale. Donc il faut de temps en temps aussi lâcher pour que ces structures arrivent à survivre. Donc il faut être conscient du fait qu'on a des partenaires, il faut vraiment gérer les contacts avec les sieurs comme si c'était des partenaires, comprendre leurs difficultés, et en même temps, il ne faut pas non plus les écouter trop, quoi. Parce que vous discutez avec Siat, en gros, il vous dit tout ce que vous faites, c'est du bricolage, moi j'ai besoin de tant de produits. Au passage, il est propriétaire de forêt, et il ne fait pas exactement ce qu'il dit en public, chez lui. Donc il y a la formation, il y a ce problème de filière, discuter avec les filières, il y a les notions de coût. Actuellement, il y a beaucoup de journées de formation. Par exemple, il y a un truc qui me paraît évident, mais je ne sais pas pourquoi ça ne saute pas aux yeux de certains. Là. Les gens veulent renouveler la forêt. Il faut absolument fabriquer des semis. Ok. Sauf que moi, quand je rentre dans une grande domaniale, je prends le groupe de régénération. Ce qui m'affole, c'est les sacrifices d'exploitabilité. On coupe trop tout. Des arbres qui auraient mérité de pousser encore plus. Sur la forêt de Compiègne, par exemple, ça représente quoi? Ça représente 1000 hectares. Puis après, vous avez 8000 hectares à côté. Et là-dedans, je pleure encore plus. Pourquoi? Parce que vous avez des gaules, des perches, qui ne sont pas du tout aidées. Donc on essaie de fabriquer des semis, alors qu'on a là des tiges qui sont d'avenir, que l'on peut aider. Pourquoi repasser par des semis pour fabriquer des gaules et des perches? Vous avez là dans la forêt plein de gaules et de perches. Et ces gaules et ces perches, si vous ne les traitez pas à temps, elles ont ce qui fait leur capacité de réaction à des aléas climatiques, c'est quand même leur houppier. Il faut que les houppiers soient vigoureux. Les pauvres gaules et perches, elles sont complètement comprimées. Là. Il faut absolument les aider. Et les aider de manière non brutale, par des tas de techniques d'annihilation. Mais vous faites un tour sur 8000 hectares, vous vous rendez compte le nombre de gaules et de perches que vous allez sauver, alors que pendant ce temps-là, on réfléchit à comment fabriquer des semis. Donc je trouve que le problème est mal posé. Deuxième. Localement, éventuellement sur le département ou dans le Grand Est, quel niveau d'adhésion par rapport à cette approche en irrégulier, à la fois sur la sylviculture et sur peut-être l'aspect formation aussi? Alors, il faut distinguer la forêt privée de la forêt publique. En forêt privée, il y a beaucoup de plans simples de gestion à l'heure actuelle qui se revendiquent du traitement en irrégulier. Après, est-ce que c'est vraiment de l'irrégulier? Ça, on pourrait dire des bonnes notes, mauvaises notes. Bon. En forêt publique, il y a, par exemple, dans la Meurthe-et-Moselle, le service de l'ONF de Nancy, là, de mémoire, 35 à 40% de la surface de la forêt publique qui est traitée en irrégulier. Donc c'est des choses qui montent en puissance, c'est pas général, d'autant plus que la direction générale de l'ONF a sorti un nouveau terme qui s'appelle la forêt mosaïque. Vous en avez entendu parler. Et ça, je trouve que d'un point de vue communication, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça renvoie à des notions d'écologie. Comment les écosystèmes évoluent par petites perturbations, ça crée des forêts mosaïques. Donc la notion de forêt mosaïque, je trouve que c'est, d'un point de vue communication, c'est un super terme. Alors après, ça veut dire quoi derrière? Et après, il y a aussi un autre truc qui est de dire, mais nous, on n'est pas dogmatique, on ne fait pas de différence, il faut faire un mélange de tout, c'est comme ça que ça va bien se passer, on fait un mélange de futaies régulières, irréguliers, etc. etc. Dans les faits, faire des micro-futaies régulières sur 1 hectare, pour moi, c'est pas la solution. Sur des grandes surfaces, c'est problématique, sur des petites surfaces, c'est aussi problématique, quoi. Il y avait des forêts comme ça où par petits parquets de 10 arbres, 20 arbres, il
dire, voilà, on fait ça, vous vous rendez compte un peu la complexité de gestion? Et puis, c'est pas en améliorant la bougie qu'on invente l'électricité. Enfin, je veux dire, on a un système qui a ses limites. Vous pouvez l'utiliser sur des petites surfaces en espérant que vous allez trouver une solution. Il y a une autre solution qui existe. Enfin, essayez de l'appliquer plutôt que d'essayer d'imaginer la fuite irrégulière sur des toutes petites surfaces. Finalement, ça peut être une solution. Bon, vous allez augmenter les coûts et... Enfin, voilà, c'est ma position personnelle. Du coup, je vais reparler peut-être un peu de libre-évolution. Aujourd'hui, dans les documents de gestion des forêts, de gestion de l'espace public, la libre-évolution commence à prendre un peu racine, petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, dans la SAP, dans la stratégie à protéger, on préconise de mettre 10% du territoire en protection forte, en comptant les zones ultramarines, donc ça fausse un peu les chiffres forcément. Mais il y a une certaine ambition, en tout cas affichée, de développer la libre-évolution, en tout cas en forêt. Et j'aimerais avoir un petit peu ton avis sur la faisabilité de la chose, parce que, a priori, dans la région Grand Est, l'objectif officieux, c'est d'arriver à 2,5% des forêts en libre-évolution, en comptant les îlots de naissance, pas uniquement et cœur de parc. Et une deuxième question que tu as un peu teasée dans ton exposé, pourquoi est-ce qu'en Allemagne on prend plus? Alors, libre évolution, on a vu les statistiques au niveau national, hein, on a des pourcentages qui sont assez faibles. Vous avez FNE là, a eu un projet qui s'appelle FREN, qui est plutôt en montagne avec un objectif de 10%. Et même là, c'est pas atteint, quoi. Hein, donc on est très très loin de ces chiffres. Est-ce qu'on va améliorer? Oui, je pense. Alors le paradoxe, vous avez entendu parler de la forêt de Dambar, là, en Alsace, qui s'est vendue 218 millions d'euros, chiffre hallucinant. Une forêt de 4600 hectares vendue 218 millions d'euros et achetée par le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, pourquoi ils l'ont acheté aussi cher? C'est pas la valeur économique de la forêt, c'est toutes les autres valeurs écologiques, etc. Le propriétaire précédent, il était prêt à mettre des surfaces en libre évolution, mais là, je suis sûr que le Crédit Mutuel, d'un point de vue stratégique, si on leur dit on augmente les surfaces en libre évolution, ils n'ont pas acheté pour la valeur économique. Hein. C'est pas raisonnable. Hein. Ce montant, il est hallucinant. Donc c'est qu'ils ont vu derrière autre chose. Ça peut être de la simple communication, mais ça peut être aussi de dire on se préoccupe du futur des forêts, regardez, nous, on a une gestion qui intègre au maximum les enjeux environnementaux, et ils vont communiquer là-dessus. Et donc c'est quand même fort que on a peut-être, avec les institutionnels, une piste d'amélioration que l'on n'a pas beaucoup avec les domaniales. Les domaniales, l'intérêt du projet Francis Allais, c'est que, comme je travaille dans le parc des Vosges du Nord, ça a mis la pression sur l'ONF. Et on essayait de passer de 2 à 3%. Et pour ne pas être obligé d'intégrer le projet Francis Allais, là maintenant ils sont prêts à 5. C'est génial, non? Retombée indirecte du projet Francis Allais, c'est que ça facilite. On n'a même pas eu besoin de négocier, c'est « Ah mais on est prêt à aller à 5 ». Ouais, ok, super, enfin voilà, tu vois. Donc, est-ce qu'il faut aller vers plus de surface en libre évolution? Oui. Mais après, il y a toujours des notions d'équilibre. C'est-à-dire que si la fonction économique reste là, tu ne pourras pas dépasser un certain niveau. Par exemple, Laurent Larieux qui fait ce qu'on appelle l'indice de biodiversité potentielle. Donc Laurent Larieux, lui, c'est devenu un spécialiste et donc il dit, vous savez qu'on était à 3 arbres habitat à l'hectare et que maintenant, pour la certification FSC, FSC veut passer à 5. Et lui, il dit non, mais c'est pas suffisant. Il faut 8, mais même il faudrait plutôt 12 arbres habitat à l'hectare. Et c'est pas suffisant. Il faut qu'en même temps, j'ai 20% de la surface laissée en libre évolution. Bon, c'est super qu'il y ait des spécialistes qui nous disent oui, dans des études, on s'est aperçu que. Mais moi, ce que je veux après, c'est dire au lieu de 20, si je suis à 15, qu'est-ce que je perds en naturalité? Vous voyez cette notion? Parce que ça sera très difficile de passer à 20% sur la totalité de la surface. Donc c'est intéressant que des écologues nous fixent des seuils, mais après ce qui m'intéresse, c'est pas le seuil en tant que tel, c'est qu'est-ce que je dégrade, comment je dégrade la naturalité si je descends. Est-ce que 15, c'est presque comme 20, ou est-ce que c'est très très loin de 20, quoi?
Donc les chiffres à l'heure actuelle, on est très très loin de ces chiffres-là. Je pense que ça va s'améliorer. Et puis je vous ai dit, normalement, la prise en compte des enjeux, les forêts domaniales, il y a un propriétaire, c'est l'État. Hein. C'est quand même plus facile de négocier avec un seul propriétaire que de négocier avec 3 millions de propriétaires. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, sur c'est quoi la différence entre la France et l'Allemagne? C'est parce que, je ne sais pas si vous savez, mais d'un point de vue fiscalité, les recettes de bois en forêt ne sont pas taxées. Un propriétaire paye un forfait qui est ce qu'on appelle le revenu cadastral, dont l'ordre de grandeur, c'est à peu près les taxes foncières. Et ça, c'est un forfait qui paye tous les ans, indépendamment des recettes de bois. C'est-à-dire, si par exemple j'ai 50 000 € de recettes de bois, je paye l'équivalent d'une taxe foncière, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, 5 € par hectare et par an, quoi. Quelle que soit la recette, c'est indépendant. Ça, c'est un avantage fiscal de la forêt. En Allemagne, les forêts sont taxées sur le bilan comptable, recettes moins dépenses. Donc, les dépenses, qu'est-ce qu'elles font? Elles diminuent le bilan. Donc, finalement, elles coûtent moins cher. Rien qu'en termes de fiscalité. Et puis, c'est historique. Les Allemands ont souvent utilisé ces techniques-là de plantation. Et même dans le système irrégulier en Allemagne, c'est un peu le paradoxe. Hein. Je trouve qu'ils plantent beaucoup, quoi. Alors que nous, on utilise beaucoup plus la dynamique naturelle. On sait que les plantations, ça coûte cher. Nous, si on plante, si ça nous coûte 10 000 € de l'hectare, c'est pour notre poche, quoi. Il n'y a pas l'aide fiscale derrière par le biais de la réduction et de l'impôt. Voilà, c'est une des raisons essentielles. C'est historique, et puis c'est la fiscalité qui explique la différence entre la France et l'Allemagne. On va voir séjourner sur les années en Allemagne dans le circulaire. Ils avaient dans les années 80, ils avaient déjà les gros soucis. Ils avaient déjà des gros soucis sur les herbicides, ils passaient des machines. À l'époque, je disais qu'il y avait aussi des problèmes de pluie acide qui venaient de l'Est. Et l'an dernier, je suis retourné. Alors, le massif d'Arts, c'est des Vosges un peu plus petits, simplement. Et aujourd'hui, vous pouvez y aller. Le massif d'Arts, c'est un massif qui est perdu. L'impression que j'ai eue, c'est qu'ils étaient dépassés. On voit à perte de vue, c'est comme si, imaginez les Vosges, vous prenez dans les Vosges, et vous voyez toutes les collines, vous voyez à perte de vue. Il y a les grands échalas qui sont coupés, alors peut-être des tempêtes, par différents mécanismes, mais j'ai l'impression que ce massif-là, il est perdu. Alors si vous avez l'occasion alors moi, j'ai pas de solution, je me pose des questions simplement en tant que promeneur. Hein. Mais je vous promets, et les gens qui habitent dans cette région-là, ils aimeraient bien voir autre chose, parce qu'ils ont vu leur massif se dégrader. Alors, il y a un phénomène humain qui est qu'on aimerait que, quand il y a par exemple des pluies acides qui venaient de l'Europe de l'Est, quand il y a des tempêtes, on aimerait qu'on reconstitue rapidement la forêt qu'on avait dans les souvenirs, où on se baladait quand on était petit, etc. Je crois qu'on est trop pressé. Il faut laisser faire les choses. Et par exemple, l'épicéa, quand il se décompose, c'est un super terrain pour fabriquer autre chose. Donc pendant des années, il faut accepter que ça ne sera pas visuellement très très beau, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent. Il faut se donner le temps. Et je dis ça aussi pour le plan de relance, parce qu'avec la crise des scolites, et en plus il y avait 150 millions, les propriétaires, ils ne comprenaient pas que le gestionnaire ne fasse pas un dossier de demande de subvention, parce que autant en profiter. Enfin, je veux dire, on a 10 hectares qui sont tombés avec les scolites, là, faisons propre et puis plantons, comme ça on repart sur un nouveau cycle. Eh ben non, il faut laisser faire les choses. Par exemple, si vous devez planter, il vaut mieux attendre qu'il y ait quelque chose de sale, qui soit sale au sens forestier du terme, mais qui est super riche. Les ronces, les ronces, des arbustes, des épineux qui viennent. Il faut laisser ça. Le pire, c'est le plein découvert si vous plantez. Il faut laisser ça. Alors après, d'un point de vue opérationnel, il faut, avec un broyeur,
faire des cloisonnements, mais pas tous les 5 mètres, hein, un cloisonnement tous les 20-30 mètres. Un cloisonnement, ce qui permet à une mini-pelle de s'avancer. Et puis, le long de ce cloisonnement, la mini-pelle, elle gratouille le sol sur des carrés qui font 3 par 3 ou 4 par 4. La mini-pelle, elle sert aussi à mettre des piquets pour que, il faudra clôturer parce qu'il y aura des animaux. Et vous plantez à l'intérieur parce que le travail va faire que les taux de reprise seront meilleurs. Et si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de revenir pour aider. Vous voyez, et le niveau de plantation, c'est quoi? C'est 10 placeaux à l'hectare. Mais les plants qui sont à l'intérieur de cette végétation d'arbustifs, d'épineux, de ronces, tout ça, ils profitent de l'ambiance, ils profitent des millimètres d'eau qu'ils économisent. Par exemple, vous voyez des fois dans certains secteurs, la fougère, c'est considéré comme étant le pire. La fougère, c'est un super concurrent pour l'eau, pour la lumière, etc. Et vous avez des plants qui sont envahis par la fougère. Et donc le forestier, les ouvriers, ils essayent d'aider les pauvres plants pour lutter contre la fougère. C'est vrai dans la majorité des cas, sauf que, c'était quand? C'était en 2022, les plants qui étaient complètement couverts par la fougère ont résisté parce qu'ils étaient à l'ombre. Donc c'est pas parce que ça fait sale que c'est un peu le foutoir que c'est pas intéressant. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Dans ce sens-là, je pense que le français souffre du jardin à la française. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit propre, comme ici, et pas un peu le foutoir. Les arbres morts, je l'ai dit tout à l'heure, soit verticaux, soit horizontaux, soit penchés, soit peu importe. Mais la forêt n'est pas un lieu où c'est propre. Hein. C'est le bazar, c'est le grand bazar, et voilà, c'est pas plus que ça. Et là, on a une dynamique qui s'impose à nous et qui booste finalement l'ensemble du système forestier. Et il manque quand même dans cet espace-là un animal emblématique, je nommerai le loup, parce qu'il va modifier le comportement des grands cervidés et des sangliers, qui sont quand même une plaie aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure dans vos photos, pour les régénérations. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci encore beaucoup pour cette activité. Le siège, je suis parti.